ronde qui est recomposée, décomposée en partie. Il faut que donc je vais commencer par excuser des absents. Alors à commencer par Bernard Robert qui était tout à fait attendu, mais qui est coincé en raison de transports publics qui sont eux-mêmes interrompus. Hein. Il y a un certain nombre d'événements, mouvements et conditions aujourd'hui dans Paris qui font qu'il vient de nous prévenir qu'il ne pourra pas être des nôtres. Pardon ? Peut-être aussi. De la dimension normative de cette table ronde. Ouais. Ça, l'histoire le dira, donc il ne sera pas des nôtres, mais donc il est un des acteurs de l'Observatoire du Grand Débat, qui travaille encore et qui aura d'autres moments de restitution sans doute pour qu'on partage ses résultats et analyses. Il n'y aura pas non plus Martial. Alors eux, ils étaient annoncés, hein, Martial Foucault, Robin également. Alors eux, ils avaient annoncé qu'ils ne pourraient pas être là cet après-midi. Donc, nous avons de nouveaux intervenants, non prévus, mais de qualité. Tout le monde se les a arrachés, ils sont avec nous. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est la chose suivante. Donc, c'est de pouvoir avoir un premier temps. Alors, on va commencer par Jean-Michel Fourniot, qui pourra aussi dire deux mots sur l'Observatoire du Grand Débat, un peu restituer l'initiative, et ensuite pouvoir partager un certain nombre d'éléments sur. Alors, il y avait plusieurs questions qui gouvernaient la construction de la table ronde. C'était à la fois quels sont le ou les publics qui ont été fabriqués par ce grand débat national et avec toutes ces déclinaisons, réunions d'initiatives locales, conférences régionales, dimension physique et digitale du grand débat. Donc ça, c'était un des enjeux. Mais on s'interroge aussi, et ça sera intéressant de vous entendre, sur les effets politiques de ce grand débat national. Donc Jean-Michel démarra. Ensuite, Christiane Rafadine arrive. Alors, là, avec une présentation tout à fait intéressante qui est de savoir comment ça s'est passé à La Réunion, puisque Christiane a travaillé sur ce territoire qui a des singularités, à la fois dans la dimension qu'a prise la crise des Gilets jaunes, ou en tout cas le mouvement social, et donc les conséquences en termes de grands débats ou de dispositifs qui a pu suivre. Donc ça sera les deux premières interventions. Et ensuite, donc, Guillaume Gourgue. Guillaume, lui, a travaillé et interviendra sur le vrai débat, c'est-à-dire cet espace numérique notamment, en contrepoint du grand débat national. Et donc, ce sont les trois interventions dans cet ordre qu'on va vous proposer. Alors, 15 minutes chacun. Du coup, on prend un peu plus de temps qu'il n'était prévu. Et l'idée, ensuite, c'est que nous puissions débattre, alors que les intervenants puissent débattre entre eux, mais aussi, bien sûr, avec vous et nous tous. Donc, Jean-Michel, c'est à toi. Merci, bonjour. Donc, oui, je vais essayer de dire quelques mots sur l'Observatoire des débats publics qu'on a... Non, l'Observatoire des débats, alors tout court, on l'a intitulé comme ça, qu'on a monté en janvier 2019, un peu après l'annonce du grand débat, et surtout après l'annonce du fait que la Commission nationale du débat public, avec laquelle on travaille assez régulièrement, ne serait pas chargée de son organisation. Et donc ce qui était frappant, si vous vous souvenez de la séquence d'initiation du grand débat, c'est que dans son discours du 10 décembre, premier discours un peu en réponse au mouvement des Gilets jaunes, Macron annonce ce grand débat. Il n'y a absolument personne au gouvernement qui sait de quoi il s'agit. Et donc, après, ça passe à Matignon pour organiser quelque chose. Et donc, effectivement, Matignon contacte la CNDP pour leur demander voilà, une aide méthodologique. Et la CNDP accepte une mission d'aide méthodologique. Mais dans l'esprit du gouvernement, c'est l'idée que la présidente de la CNDP, Chantal Joanneau, pourrait piloter ce grand débat pour lui donner un caractère un peu indépendant, attaché
non pas à la personne de Chantal Joanneau, mais à sa fonction de présidente de la CNDP. Et donc s'engage une négociation au cours du mois de septembre assez serrée avec le gouvernement, où Chantal Joanneau dit moi je ne peux accepter de piloter le débat, c'est-à-dire d'aller au-delà d'une mission de conseil qui fait partie des missions de la CNDP, donc de piloter le débat, que si c'est la CNDP. Je ne peux pas accepter une mission personnelle. Et donc ça conduit à un clash début janvier qui est traité par le gouvernement sous la forme d'une forme de révélation du salaire de Chantal Joanneau, qui est quelque chose qu'on trouve dans des documents publics, mais voilà, qui fait polémique. Et Chantal Joanneau considère qu'elle doit se retirer parce que dans une crise où les questions de pouvoir d'achat sont au centre, c'est difficile de prétendre à être une figure indépendante qui pilote le débat quand on a mis en opposition voilà, son salaire élevé avec voilà, ça ne garantit plus sa neutralité. Donc elle se retire et donc le gouvernement constitue une mission du grand débat par un décret qui tarde un peu, qui arrive mi-janvier, et qui est une mission qui est très courte, qui dure 3 mois. Donc le 12 avril, la mission a cessé son travail et qui organise. Alors cette mission du grand débat, c'est intéressant de noter qu'en fait le noyau de cette mission, c'était des gens qui avaient travaillé avec la CNDP l'année d'avant pour un débat qui est passé assez inaperçu sur les questions de l'Europe, mais ils avaient mis en place un certain nombre de choses. Et donc cette mission, le noyau de la mission du grand débat était déjà présent dans le même bâtiment que la CNDP, pas au même étage, dès le mois de décembre. Et donc il y a eu des échanges dans la préparation du débat. Et donc ils héritent en fait du travail qu'a fait la CNDP, que la CNDP a publié à la fin de sa mission de conseil, c'est-à-dire dès le 14 janvier, pour bien marquer qu'eux, ils avaient fait leur part du boulot et que si le gouvernement n'avait pas voulu confier le pilotage du débat à la CNDP, ce n'était pas leur responsabilité. Ils avaient fait ce boulot de conseil qui proposait un certain nombre de choses, donc qui proposait, qui ont été reprises, qui proposait un site du débat, je redirai juste un mot, des réunions locales et des conférences régionales. Les choses ont un peu évolué après, mais qui proposait déjà l'architecture globale du débat, sachant que par ailleurs, l'Association des maires ruraux de France puis l'Association des maires des petites villes avaient lancé dès mi-décembre une série de cahiers de doléances sur un mode, en reprenant ce terme de cahier de doléances, mais c'est des choses qui ne correspondaient pas du tout à l'idée révolution, des cahiers de doléances de 1789, puisque les cahiers de doléances de 1789, leur caractéristique fondamentale, c'est justement des cahiers collectifs où chaque paroisse rendait son cahier de doléances. Et donc, il y avait une délibération à l'échelle locale pour produire un cahier de doléances, alors que là, au contraire, les maires, en fait, maires ruraux qui ouvrent ces cahiers de doléances, ouvrent en fait des registres d'enquête publics et donc ce sont des contributions individuelles. Et les cahiers de doléances sont simplement la mise en forme, la mise ensemble des cahiers de doléances. Ils ont vocation à être rendus publics. Ils ont été numérisés, ils sont en cours de numérisation par la BNF. De fait, actuellement, c'est très difficile d'y avoir accès. Parce que c'est les préfectures. Mais bon, voilà, c'est essentiellement un registre d'enquête plutôt qui a été ouvert. Et ça marque une des caractéristiques que vont avoir aussi notamment les réunions locales et le site. C'est que finalement, ce grand débat est d'abord conçu comme une grande consultation. Au sens sondagier presque du terme, et non pas comme un débat. C'est-à-dire la dimension délibérative s'avérera très pauvre dans tout ce grand débat. Donc ça, je pense que c'est important à noter parce que finalement, dans tous les travaux sur la participation, on a beaucoup insisté sur une forme de tournant délibératif qui a marqué la réflexion sur la participation. Or là, on se trouve très en deçà. Au contraire, très peu de choses sont délibératives. Même les conférences citoyennes régionales sont assez peu délibératives, alors qu'elles reprennent un dispositif tirage au sort, etc. Donc l'espace de la délibération est faible et que les réunions d'initiative locale ne le sont pas. Et le site, j'en dis un mot là, donc le site qui est ouvert, alors là,
marque un basculement par rapport avec ce qu'avait préparé la CNDP. D'abord parce qu'ils prennent un autre prestataire, donc ils prennent comme prestataire Cap Collectif, qui est un prestataire qui a développé une plateforme participative qui a un quasi-monopole en France auprès des collectivités locales pour accueillir la participation. Et quand c'est le gouvernement qui reprend, en fait, ce n'est pas la mission du grand débat qui va avoir la main sur le site, c'est le secrétariat à l'information du gouvernement, donc c'est très fort contrôle. Et le premier truc qu'ils font, c'est de tout fermer. C'est-à-dire la plateforme de Cap Collectif que va reprendre de vrais débats, justement avec ces modalités très ouvertes de débats d'arguments, de positionnement d'arguments pour et contre par proposition. Tout ça va être fermé pour ne garder qu'une forme de consultation autour des 4 grands thèmes et d'une batterie de questions sur chacun des thèmes. En tout, il y avait, j'ai plus en tête le chiffre, mais plus de 80 questions qui étaient posées en tout. Et donc, on voit bien que là aussi, ce qui a été privilégié, plutôt qu'une plateforme délibérative, ce que permet techniquement de faire la plateforme de Cap Collectif, c'est une plateforme de consultation où on demande d'abord aux gens de répondre à un questionnaire, en gros. Et de fait, sur les 500 et quelques mille contributeurs au site, plus de la moitié ne feront que répondre au questionnaire et seulement l'autre moitié enverra, ou l'autre moitié, seulement la moitié de ces 500 000 enverront des contributions. Ils peuvent aussi avoir répondu aux questions. Donc finalement, un usage très consultatif marqué sur le site internet. Dans les réunions locales sur lesquelles je vais maintenant venir, donc il y a cette idée qu'avait préconisé la CNDP de faire des réunions locales. Et donc ces réunions locales s'ouvrent, mais avec ce cadre qui a été donné au débat, notamment au moment de l'allocution de la deuxième allocution de Macron et la lettre aux Français que fait Macron, donc en janvier, mi-janvier, le 12 janvier, si je me souviens bien, mais il faut vérifier la date. Il y a 4 thèmes au débat, et donc le débat est cadré autour de ces 4 grands, qui sont des grands thèmes, démocratie, et alors j'ai plus en tête les formulations, c'est dans mon papier, mais démocratie, disons démocratie, organisation de l'État et des services publics, finances et transition écologique, évidemment. Voilà, c'est ça les 4 grands thèmes du débat qui sont fixés. Et donc les questionnaires, la consultation sur Internet porte sur ces thèmes. Et donc les réunions d'initiative locale, c'est le nom qu'elles prennent, sont ouvertes aussi sur ces 4 thèmes, au choix des organisateurs de choisir un thème, 2 thèmes ou les 4 thèmes ensemble. Alors, ces réunions, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Donc, juste avant de venir ça, pour dire le dispositif de l'Observatoire. Nous, en voyant ça, en janvier, voilà, on s'est dit, avec l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, donc une réunion, un réseau de professionnels de la participation, dans lequel il y a aussi les chercheurs participent activement, qui a été créé assez conjointement au GIS, donc on a des histoires parallèles, on se connaît très bien. On se dit, notamment ça vient de l'Institut de la concertation, il va quand même se passer quelque chose, même si on peut être très critique vis-à-vis de la manière dont le débat s'ouvre, il va se passer quelque chose, il faut se donner les moyens de documenter ce qui va se passer. Et donc on s'est dit, on va monter un observatoire des débats, et cette idée-là rencontre l'idée d'une lettre ouverte au président, initiée beaucoup par Démocratie ouverte, et donc qui sont devenus, on l'a cité en ouverture de ce colloque là, quand on a parlé de la Convention citoyenne, qui maintenant sont appelés, dénommés les Gilets citoyens. Donc c'est cette lettre du 23 janvier au président de la République qui annonce un dispositif citoyen de suivi de tout ça, en disant on va monter un observatoire des débats, on va mettre à disposition des outils, et on réclame, ou on organisera nous-mêmes une convention, une assemblée citoyenne. C'est le terme d'assemblée citoyenne qui est utilisé à l'époque. Et donc l'Observatoire des débats résulte de ces différentes démarches. Et l'idée, c'est de mettre en place un dispositif d'observation en faisant appel à des bénévoles, praticiens et chercheurs. Et ça rencontre la démarche que Martial Foucault avait au CEVIPOF,
Euh, il vient nous voir le 25 janvier, moi je ne le connaissais pas avant, il vient nous voir le 25 janvier pour dire, voilà, j'ai un protocole d'enquête avec tirage au sort des réunions locales. On ne sait pas encore à l'époque combien il va y avoir de réunions locales, mais il nous dit, voilà, moi je vais tirer au sort 100 à 200 réunions chaque semaine, et je voudrais qu'on puisse observer ces réunions, qu'on y fasse passer un questionnaire, et il vient, qu'on ait une grille d'observation, qu'on fasse passer un questionnaire. Et il vient avec des propositions sur le questionnaire, sur la grille d'observation. Mais en gros, il n'avait pas les forces pour faire ça. Et donc, il vient vers nous pour trouver les forces. Et donc, l'observatoire se constitue avec donc l'Institut, la concertation, le GIS et le CEVIPOF, qui a un protocole d'enquête. Et c'était une bonne idée, parce que moi, je n'avais pas pensé à l'idée d'un protocole d'enquête tiré au sort, c'est d'essayer d'assurer une certaine représentativité. Moi, j'étais parti sur l'idée d'une levée en masse de volontaires pour observer les réunions, mais je n'avais pas pensé. Voilà. Et donc, c'est très bien parce qu'on arrive à faire ça. On mobilise une centaine de personnes. Il y a eu une liste, il y a 200 inscrits, mais avec une centaine qui ont effectivement observé des réunions. Et donc, ça a permis d'observer près de 300 réunions. C'est-à-dire à peu près 3% des réunions, un peu moins de 3% des réunions. Et là-dedans, il y en a en gros la moitié qui, effectivement, sont des réunions tirées au sort. Donc on a un protocole qui permet d'assurer quand même une certaine base de représentativité statistique des réunions tirées au sort, pour que on ne pouvait pas tirer au sort les gens, et donc que pour le questionnaire qui est passé aux gens permette d'avoir une certaine représentativité statistique. Donc voilà le dispositif, son origine, et avec l'idée que on l'appelle tout de suite l'Observatoire des débats, avec l'idée le vrai débat est en cours de montage, mais on sait qu'il y aura un site ou des sites alternatifs, et donc on part de l'idée, moi qui m'est chère, de dire le débat c'est un temps, c'est pas un dispositif, c'est un temps, et donc dans ce temps du débat, il faut se donner les moyens d'observer en mobilisant des volontaires près de chez eux, qui iront près de chez eux, d'observer toutes les formes de débat qui pourraient se développer. Bon, alors, et donc dès le début, on s'était dit on observera aussi le vrai débat, on ne savait pas trop encore ce que ça allait être, mais on s'était dit qu'il y aurait peut-être d'autres initiatives qui ne seraient pas inscrites sur le site du vrai débat. De fait, on s'est aperçu que le site, les gens, y compris quand des Gilets jaunes ont organisé des réunions, ils ont très bien pu quand même les faire apparaître sur le site du grand débat. Donc il y avait sur la plateforme du grand débat, là sur le site, inscription de toutes les réunions. Il fallait inscrire les réunions et donc finalement tout le monde l'a fait. Donc il y a eu peu d'événements. Il y en a sans doute eu qui n'étaient pas inscrits, mais assez peu qui n'étaient pas inscrits sur la plateforme. On a suivi quelques-unes, mais c'est pas du tout discriminant, quoi. Il n'y a pas eu quelque chose de massif qui ne s'est pas inscrit. Donc il n'y a pas eu de défiance vis-à-vis de l'inscription sur la plateforme du grand débat, malgré le manque de toute la défiance qu'il y a pu avoir vis-à-vis du dispositif. Alors, il y a eu, donc, sur l'ensemble, sur la période, 10 000, donc en 2 mois, hein, mi-janvier, mi-mars, puisque en fait ça s'arrêtait mi-mars. Donc en 2 mois, il y a eu 10 000 réunions publiques qui ont réuni à peu près, on peut pas vraiment, il n'y a pas eu de comptage, 500 à 600 000 personnes. Donc c'est pas négligeable du tout, c'est je veux dire, à l'échelle. Et le seul point de comparaison qu'on avait en France, c'était le débat sur l'école qui a été organisé en 2003-2005 et qui a été un débat beaucoup plus pensé, qui a été organisé par une commission indépendante qui était présidée par Claude Tellot, un conseiller d'État, et qui, dès le départ, moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, dès le départ avait pensé la restitution du débat. Avait pensé les modalités de restitution. Alors que là, dans cette organisation, c'est une des différences par rapport aussi à ce qu'avait préconisé la CNDP. On avait travaillé avec eux sur les modalités de restitution, ça n'a pas été repris. Donc on demande aux maires, notamment les appels lancés par Macron aux maires d'organiser des réunions du grand débat, mais il n'y a aucune modalité. Ils organisent comme ils veulent, et il n'y a aucune modalité de restitution. Donc ce qui fait que après, quand on le regarde justement comme observateur, c'est très compliqué à restituer, parce que justement si vous regardez ce qu'il y a sur le site comme restitution, c'est d'une hétérogénéité incroyable, y compris dans les formats. Il y a des PDF, des Word, des Excel, donc c'est pas simple
à travailler comme matière parce qu'il n'y a pas voilà, parce que la restitution n'a pas été pensée. Ça, c'est une des marques de la précipitation de l'organisation de ce grand débat du fait qu'il a été pensé essentiellement comme une consultation et pas du tout comme un débat. Et donc, dans une consultation, la restitution, c'est on compte les pour et les contre aux différentes questions, puis c'est simple à faire. On ne pense pas comme un débat sur lequel il y aura à restituer de la matière, de ce que les gens ont débattu, etc. Voilà. Donc, si on regarde... voilà. Donc, juste encore 3 caractéristiques sur ces réunions locales. C'est que si on regarde géographiquement comment elles sont distribuées. Donc ça, on pouvait le faire à partir du recensement des réunions sur le site. Donc on sait au moins où elles ont lieu. On a un code postal des lieux. C'est très difficile d'identifier qui les organise parce qu'il y a un nom marqué, mais très souvent, par exemple, quand c'est organisé par les élus, c'est très souvent un attaché parlementaire ou quelqu'un qui travaille avec l'élu qui met son nom. Donc après, il faut aller chercher qui c'est la personne pour arriver à la rattacher à des élus. Donc il y a un gros travail que Martial Foucault a fait plus et dont je ne connais pas tous les résultats. Il a fait un gros travail d'essayer de recompter qui sont les organisateurs en dehors des catégories qui étaient données au départ, qu'on pouvait cocher mais qui signifiaient pas beaucoup, pas grand-chose. Il y a une catégorie qui était citoyen. Donc, bon, ça veut dire quoi, citoyen? Est-ce que c'est une association ou non? Donc, il y a un travail qu'il fallait faire pour situer qui étaient les organisateurs. Mais si on regarde la répartition géographique, ce qui ressort très massivement, c'est que donc il y a 36 000 communes en France. De fait, les réunions ont été organisées. Et 36 000 communes, il y a 16 000 communes qui ont fait des cahiers de doléances. Donc les petites communes qui ont fait des cahiers de doléances. Le débat, il est organisé dans 4 500 communes, un peu moins. Et donc les communes urbaines dominent très fortement. Donc ça, c'est une des caractéristiques de cette organisation qui est très décentralisée du grand débat, c'est que quand même les communes urbaines dominent très fortement. Alors je vais pas citer les chiffres parce que je sais plus à quelle page c'est, mais j'avais fait une note mi-avril de point de situation de ce qu'on avait recueilli comme information sur le vrai débat, qui est en ligne il y a un site observatoire des débats. Donc sur le site du GIS aussi, vous pouvez la trouver où c'est indiqué. Après, si on regarde à la fois l'initiative et l'implantation géographique, ce qui ressort quand même très fortement, c'est le fait que la dynamique d'organisation du débat était très liée à une mobilisation par le gouvernement et le président de la République de la République en marche. Donc ça ressort très, très nettement à la fois des modalités d'organisation, de qui les organise et de la répartition géographique. Il y a d'autres chercheurs qui ont fait des analyses économétriques indirectes et qui montraient aussi, des chercheurs de Nanterre, qui montraient que les caractéristiques socio-économiques des communes dans lesquelles des réunions étaient organisées étaient assez proche de l'électorat de Macron. Nous, ce qu'on a fait comme statistique, c'était de montrer que dans les communes qui ont voté, il y a eu 4 fois plus de débats organisés dans les communes qui ont voté à plus de 30% pour Macron que dans les communes qui ont voté à moins de 12% pour Macron. Donc il y a un lien... Ah ben voilà, tu l'as affiché la note. Super, t'es très fort. Voilà, donc il y a un lien fort, il y a une forme de mobilisation. Donc là, c'est déjà un peu l'effet politique du débat. C'est à travers ce débat, il y a une tentative de mobiliser la majorité présidentielle pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. Donc ça se voit. Et dernière chose, c'est alors là, avec les questionnaires qu'on a fait passer, qui sont très bien passés dans les réunions où on a pu les faire passer, donc 120 réunions à peu près. Il y avait 60 à 80% des gens qui le remplissaient. Donc c'était juste un recto verso.
mais il a été très bien rempli. Alors que moi, j'avais fait des expériences dans des débats publics où j'avais 15% de gens qui répondent. Donc c'est un des problèmes quand on fait des enquêtes. On ne connaît pas la population, on fait une enquête pour la connaître, mais si vous avez un taux de réponse qui est très faible, alors vous pouvez absolument rien dire des résultats que vous avez. Là, quand on a un très fort taux de réponse, bon, certes c'est un peu biaisé, mais en tout cas ça donne des caractéristiques qui sont un peu robustes. Et donc ce qui ressort, c'est que c'est une population plus masculine que féminine, nettement plus âgée, c'est-à-dire une part de retraités qui est à peu près la moitié, et de niveau de diplôme beaucoup plus élevé que la moyenne des Français. Donc on retrouve typiquement, même si une personne sur deux déclare ne jamais avoir participé à un dispositif participatif, à une réunion publique, on retrouve le public classique des dispositifs participatifs, plus éduqué, plus âgé, un peu plus masculin que féminin. Et de ce point de vue-là, le grand débat, de ce point de vue-là, n'a pas mobilisé un autre public que celui qui se mobilise ou qu'on arrive à mobiliser. Donc, vous voyez, 500 000 personnes ou 600 000 personnes, donc c'est beaucoup, c'est évidemment très massif, mais finalement, si on additionnait sur une période de quelques mois l'ensemble des gens qui participent à différents dispositifs de participation locaux, on serait dans les mêmes chiffres, on aurait le même type de population. Donc finalement, on n'est pas sorti, et ces caractéristiques de population, c'est la dernière chose que je dis, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont exactement l'inverse. Donc à la fois dans les caractéristiques géographiques des réunions, ce que j'ai dit, et dans les caractéristiques des publics, on est absolument à l'inverse des mobilisations, de la géographie et de la sociologie de la mobilisation des Gilets jaunes. Donc c'est ça le principal résultat qui ressortait, c'est qu'à la fois dans la géographie, des réunions plutôt urbaines, puis un public plus urbain, et donc pas tellement périurbain, et dans la sociologie, des gens plus âgés, mais aussi à revenus plus forts, en tout cas qui se sentent bien dans leur vie, avec des questions classiques là, du baromètre de la confiance politique. Je signale qu'il y a une étude du CREDOC, dans les enquêtes conditions de vie régulières du CREDOC qui font tous les ans. Il y a une échéance qui tombait en janvier 2019. Donc ils ont consacré tout un focus sur Gilets jaunes. Ils avaient rajouté d'ailleurs des questions sur les Gilets jaunes là-dessus. Et ils montrent bien ces écarts, et que la population des Gilets jaunes et la population qui déclare soutenir les Gilets jaunes a des traits sociographiques comme ça extrêmement marqués, et qui s'opposent justement à en gros la population qui est venue dans les réunions publiques. Les RIL, voilà. Merci Jean-Michel. Donc on revient sur ces points dans la discussion. Christiane, à vous. Bonjour à tous. Je vais vous parler de ce qui s'est passé à La Réunion. En fait, la première chose à souligner, c'est qu'il y a le point commun, c'est que, comme l'a écrit d'ailleurs Bruno Cotresse, mon collègue du CEVIPOF, ça a été aussi une gigantesque crise sociale et politique, sur tout le territoire français, y compris La Réunion. Sauf que sur tous les territoires ultramarins, il n'y a eu qu'à La Réunion ce mouvement des Gilets jaunes. Il n'a eu lieu dans aucun autre territoire d'outre-mer. Et donc, c'est déjà une spécificité de ce qui s'est passé à La Réunion. Il y en a beaucoup d'autres qui sont très importantes au regard du grand débat national, certes, mais de tout le mouvement et dans la temporalité du mouvement aussi, au-delà de la question territoriale, enfin géographique que j'évoquais à l'instant, sur lequel nous pourrions revenir. En termes de temporalité, je disais donc que la crise à La Réunion a été celle qui s'est terminée le plus rapidement, 3 semaines entre guillemets seulement, quand on considère la temporalité donc de ce qu'on a pu nommer crise, et au-delà de la crise, du mouvement Gilets jaunes sur tout le territoire.
Cette temporalité très courte n'enlève rien au fait que c'est un des mouvements qui a été les plus virulents de toute la France entière. Et je choisis bien, je pèse les mots, je dis virulent, y compris donc aussi dans des termes de violence très forte verbale, violence de destruction de biens, incendie, violence physique, toute forme de violence que nous pouvons caractériser en termes individuels, certes, mais la violence institutionnelle aussi, qui s'est révélée forte, mais à une temporalité, elle aussi, différente de celle qui s'est passée donc, sur tout le territoire français. Pourquoi ? Parce que il faut d'abord garder à l'esprit que ça a été une véritable marée humaine à La Réunion. Hein. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était en termes d'effectifs, c'était vraiment très, très important par rapport en proportion de la population, je veux dire. C'est une île où il y a 800 000 habitants. Déjà, c'est un point extrêmement important en termes spécifiques. L'autre point, c'est que non seulement ceux qui étaient présents sur les ronds-points, et je vous rappelle que c'était tous les jours et non pas tous les samedis, hein, c'était quotidien. À La Réunion, le très fort soutien de l'opinion donc était aussi très, très fort et a duré longtemps à La Réunion. D'ailleurs, on peut dire que jusqu'à présent, en termes de contenu des revendications, ce soutien reste important. Et en termes on peut dire aussi du côté de l'importance de ce mouvement, c'est la dimension est-ce qu'on pourrait dire délibérative? Oui, sans doute, puisque c'est à La Réunion qu'est apparue, par exemple, la première plateforme Gilets jaunes. Enfin, une des premières, en tout cas, plateforme Gilets jaunes. Oui, oui, tout à fait. Et on a vu le rôle extrêmement important dans le mouvement en ce qui concerne La Réunion, de tous les échanges donc, sur les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux numériques. Et non seulement ça, mais par les médias sociaux aussi. Donc, les deux éléments ont largement contribué à configurer et aussi à la dynamique des espaces publics politiques donc, qui se sont révélés et qui se sont constitués donc, de façon temporaire pour certains de ces espaces publics politiques, mais qui ont perduré pour d'autres. Donc, enfin, quand je dis perdurer, nous sommes à 1 an, hein, donc il faut voir après ce que ça va donner. Donc voilà des caractéristiques très spécifiques du mouvement à La Réunion. En termes de dynamique, il faut aussi distinguer deux choses en termes de temporalité. Il faut aussi distinguer deux choses, ce qui se passait le jour et ce qui se passait la nuit. Donc ça, c'est encore une autre dimension très spécifique de La Réunion. Le jour, donc, c'était la mobilisation sur les ronds-points et spécificité très différente de ce qui a pu être observé donc, sur tout le territoire de la France entière, c'est l'occupation massive du réseau routier structurant. C'est-à-dire que les grands axes routiers à La Réunion, du fait que c'est une île et du fait du relief de l'île, font que occuper les grands axes du littoral suffit, entre guillemets, à bloquer complètement. Quand je dis bloquer, c'est bloquer tout, hein, toute circulation dans l'île. C'est-à-dire rendre l'île à ses enclaves micro-territoriaux, je vais y arriver. Et donc, c'était une situation très, très différente de ce point de vue-là aussi. Ce qui s'est passé le jour aussi de différent, c'est que cette mobilisation était comment dire, très animée dans le sens d'échanges, de communication, d'arène communicationnelle aussi, entre acteurs donc, des mobilisations. Mais comme je disais tout à l'heure, j'y reviens un instant, donc qui se trouvait quasiment en instantané donc sur les réseaux sociaux et repris aussi par les médias sociaux. Alors il y a eu, dans cette période-là, sur les 3 semaines où tout cela a été vécu de façon aussi intensive que je vous le dis là, il y a eu donc une confrontation aussi entre les médias et la mobilisation massive dont je vous rends compte là. Pourquoi ? Parce que
les acteurs de la mobilisation considéraient que les médias ne rendaient pas compte comme il fallait, comme ils voulaient, comme ils l'entendaient de ce qui se passait. Qu'il y avait donc cette perception et factuellement également donc cette différence entre ce qui se passait sur le terrain et ce qui pouvait en être mis en image, en tout cas en télévisuel surtout, mais aussi par d'autres. Et donc on s'est rendu compte au fil des 3 semaines que les contenus des médias, et y compris des médias sociaux, se sont raréfiés jusqu'à se focaliser sur l'entretien d'un fil info. Et que de ce point de vue-là, donc ce fil info quasi instantané contribuait à configurer aussi spatialement l'espace d'épreuve démocratique, si on peut le dire comme ça, mais cet espace public, donc politique, de la mobilisation. Et de façon, c'était pour les médias, ils s'en sont aussi ouverts dans le sens où quelques contenus donc, ont été produits, où il y avait une forme d'autocritique des médias qui expliquait que le choix éditorial dans le contexte conflictuel qui était donc la situation à ce moment-là, leur faisait choisir donc ce type de médiation en termes donc médiatiques. Et il y a cette dimension-là donc, qui est restée très forte de ces interactions donc, dans l'arène communicationnelle. Autre chose qui était très important aussi du point de vue et ça, bien sûr, c'était diurne et nocturne par contre, hein, puisque ça continuait la nuit aussi sur les réseaux sociaux et les médias sociaux. Pour ce qui était de la nuit, donc là, c'était des incendies, des vols, des rodéos, entre guillemets, donc, qui circulaient, et ce qui a conduit en sachant que la différence avec la France entière, c'est que là où il y avait le plus de mobilisation le jour et le plus de mobilisation de ce type la nuit, ça correspondait aux quartiers les plus défavorisés, ce qui est très différent donc sur la France entière. Ça correspondait aux quartiers les plus défavorisés et les plus où on le retrouvait dans le temps donc le plus de cas de ce type dans différentes temporalités de la vie à La Réunion. Et donc, on se retrouvait dans cette situation qui ont mené le préfet à prendre des arrêtés, on dit arrêtés préfectoraux, comment on dit quand il est interdit de circuler la nuit ? De couvre-feu, c'est exactement le mot administratif utilisé, de couvre-feu, donc pendant 5 jours. Et ce couvre-feu, c'est le seul cas dans toute la France entière pendant toute la période donc, du mouvement. Jusqu'à ce jour, il me semble. Hein, je ne connais pas tout, mais il me semble. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde est resté chez soi. On aurait pu le penser, mais première nuit, oui, sauf donc certains qui ont continué leurs activités entre guillemets nocturnes. Et deuxième nuit, non, parce que il y a eu donc, on va dire, un défi massif du couvre-feu sous forme festive, hein, donc qui s'est organisé notamment donc dans la ville du Port et qui a été vu de l'extérieur, toléré, entre guillemets, par les forces de l'ordre. Et là se pose une autre question qui s'est révélée dans nos entretiens et nos enquêtes, c'est qu'une chose très différente sans doute aussi dans la situation de La Réunion, c'est que la marée humaine ayant été telle qu'elle a été, il y a eu un sous-effectif, mais alors en termes de proportion, c'est de notoriété publique, donc clairement maintenant, le sous-effectif des forces de sécurité, énorme sous-effectif. Donc dans les entretiens que nous avons eus avec les acteurs de la sécurité, de différents types, on va dire, différentes sortes, il y a ce point commun, c'est de reconnaître ce sous-effectif-là, et donc l'action qui a été menée dans le premier temps, la première semaine de la situation de blocage, ça a été donc de traiter uniquement les cas classiques de délinquance, etc., et de ne pas toucher à tout ce qui pouvait être donc blocage en termes de mouvement, en termes sociaux et politiques.
Et ils ont donc demandé des renforts. Ces renforts, le temps que ça arrive, ça a pris quelques jours. Et donc, c'était dans une incertitude, c'était assez impressionnant dans les entretiens, une incertitude stratégique, entre guillemets, très importante. Sauf que, comme je vous le disais, La Réunion est une base militaire. Et donc, il a été la mobilisation des forces militaires sur place a aussi été effectuée en termes de logistique et probablement aussi en termes humains, mais ça n'a pas été aussi visible qu'on aurait pu le penser. Donc il y a cette dimension-là des choses qui ont fait que quand les renforts sont arrivés de Mayotte, nous avons un corps de légionnaires à Mayotte, et de la France donc hexagonale. C'est à partir de ce moment seulement que le déblocage du réseau structurant, des ronds-points, a été fait, et avec en synergie, entre guillemets, du point de vue donc des acteurs des pouvoirs publics qui ont mis cela en œuvre, tout au long, donc dès le début, contrairement à tout ce qui s'est passé sur le territoire national, des interpellations tout de suite, avec une justice rapide, et donc des sanctions très lourdes qui sont tombées très rapidement. L'effet de tout ceci, c'est qu'au bout d'un certain temps, donc, le déblocage a commencé, mais tous les acteurs administratifs et de sécurité ont fait remonter à Paris. Les recoupements que nous avons pu avoir, c'était que c'était plusieurs fois par jour, donc, puisque c'était considéré comme un des points les plus chauds et les plus stratégiquement risqués du territoire français. Et ce qui fait que si on remet bien dans la temporalité, il s'agit, je parle là du mois de novembre jusqu'à début décembre. Donc, troisième semaine de novembre, alors que l'exécutif gardait le silence sur tout le territoire français, je parle de l'exécutif central, la ministre de l'Outre-mer est envoyée à La Réunion donc, pour négocier, parce que tous les acteurs sur place disaient c'est impossible d'avoir une sortie de crise, en tout cas, dans le très court terme, s'il n'y a pas la dimension politique qui est mise en œuvre, et non seulement la sortie de crise sur le court terme, mais que le lien politique sur le moyen terme dans ce territoire, s'il n'y a pas une solution politique qui est apportée, comment on va pouvoir faire face, qu'est-ce que ça va devenir, l'incertitude, vraiment le degré d'incertitude très important. Et donc la ministre de l'Outre-mer est venue. Il n'y a pas eu, on n'en était pas du tout au grand débat à l'époque national. Donc elle est venue en immersion, je ne trouve pas d'autre mot pour le dire, vous le reverrez sur les images si vous avez l'occasion, en immersion donc dans la marée humaine qui était là, et elle a accepté d'être affrontée, et elle a commencé les négociations, puis petit à petit en micro-publics qui se sont constitués, et en mettant, je fais un raccourci évidemment un peu rapide, mais c'est tout cela en 3 semaines, une série de mesures, alors que l'exécutif n'avait rien entrepris de tel sur tout le territoire hexagonal à ce moment-là, dans cette temporalité-là, un ensemble de mesures chiffrées à 1 milliard d'euros posées sur la table, donc 3 semaines après le début du mouvement. Le déblocage était fait par les forces de l'ordre et le mouvement s'est arrêté dans sa forme dans la rue. Donc, on pourrait dire beaucoup de choses, mais après, si vous avez des questions, ce qui vous intéresse particulièrement, mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous sommes à 1 an de ces débuts là. Évidemment, la question qui se pose, qu'est-ce qui a changé depuis? Le président de la République est venu faire une visite il y a quelques semaines, donc entre le 23 et le 25 octobre, et a repris un format grand débat national méthodologiquement en tout cas, pour donc discuter avec des micro-publics afin d'expliquer ces mesures, répondre aux questions, dire sa vision des choses. Et je résumerai et je conclurai par là pour ouvrir aussi la discussion. Je reprendrai vous retrouvez ça aussi sur les vidéos de ces moments-là. À un moment, il dit la crise a été très dure à La Réunion parce que les difficultés sont très fortes, et
Mais c'est aussi parce que c'est la fin d'un modèle, c'est-à-dire quel est ce modèle, et on comprend quelques phrases plus loin qu'il s'agit d'un modèle, à chaque mouvement social, il faut sortir l'argent public. Ce modèle-là, il le déclare fini. Et ce qu'il dit à La Réunion, en tout cas, en ce qui concerne ce territoire, l'autre modèle qui est proposé tout au long de sa visite, 3 jours, c'est de dire ce modèle est géopolitique et géostratégique, tournez-vous vers vos voisins, faites du commerce, investissez, gagnez de l'argent avec les territoires africains, la Tanzanie, le Mozambique, pays énergétiques émergents avec leurs énormes ressources de gaz qui commencent à être exploitées, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire jusqu'en Asie, jusqu'en Chine, et l'Australie. Je vous rappelle que l'Australie est premier producteur de gaz, sauf que c'est gaz de houille, et donc c'est du gaz naturel qu'on trouve aujourd'hui dans le canal du Mozambique qui commence à être exploité. Voilà donc ce qui est proposé à La Réunion, et je termine en disant, pour nous chercheurs, l'enjeu aujourd'hui, c'est de discuter d'un cadre conceptuel et d'un cadre interprétatif, donc qui puisse nous permettre d'analyser la complexité de ce qui s'est passé au-delà de ce que nous pouvons observer, et d'utiliser et nos données quantitatives, telles que Jean-Michel vient de nous expliquer, et les entretiens, les données qualitatives, donc pour affiner comment nous appréhendons, comment notre approche, on va dire, de ce matériau complètement inédit. Je vous remercie. Guillaume, à toi, sur le vrai débat. Alors du coup, je finis le détournement de table ronde. Parce que du coup, on parle plus du tout de grand débat. on l'a dilué progressivement. Alors je vais être rapide. Je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on a fait avec les collègues du laboratoire Triangle, et puis avec aussi Anthony et Roxane qui sont là sur le vrai débat. Juste pour cadrer le vrai débat, je ne vais pas vous en faire la genèse parce que j'y étais pas, à la genèse du vrai débat, donc ça va aller vite. Mais en gros, le vrai débat, c'est pas qu'une simple réaction au grand débat national. En fait, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en vois, c'est qu'il y a eu en gros une convergence entre 3 mouvements. Le mouvement Gilets jaunes, un peu partout en France, et en fait des fragments du mouvement Gilets jaunes qui se sont lancés un peu simultanément dans un travail de récolte et de formalisation de revendications, et pas seulement sur les ronds-points, puisque la logique de fédération des ronds-points, elle est quand même passée beaucoup par l'ADA et par l'Assemblée des Assemblées. Là, c'était plutôt l'idée de faire des plateformes numériques. Donc, il y en a une en PACA, en Midi-Pyrénées, La Réunion aussi, Bretagne. Priscilla Ludowski était déjà engagée dès novembre 2018 dans ce travail aussi, où elle récoltait, en fait, suite à sa pétition, ce qu'on lui envoyait. Donc, il y avait cette idée, finalement, de faire émerger une plateforme revendicative nationale qui serait portée par tous les gens qui se sentent de près ou de loin attachés aux Gilets jaunes. Ça, c'est le premier mouvement. Il y a eu un deuxième mouvement de ceux qu'il ne faut jamais oublier dans toutes nos affaires, qui sont les professionnels de la participation, et notamment Démocratie ouverte et Cap Collectif, qui ont très tôt cherché à équiper des dispositifs de débat public, bien avant l'annonce d'Emmanuel Macron, qui ont pris contact assez rapidement, et avec Priscilla Ludowski et avec mes petits bonhommes du vrai débat. Et puis aussi, le troisième mouvement, des chercheurs, dont j'ai fait partie, qui se sont très vite agacés de la séquence de mise en place du grand débat national. On a même fait une tribune avec Alice Mazot pour dire qu'on était agacés, et qui ont pris la décision assez rapidement de ne pas s'intéresser au grand débat national, en disant non. Moi, je n'observe pas, j'ai même pas envie de regarder ce truc-là. En fait, je suis un peu fatigué de toujours jouer à ça, quoi, d'aller voir des dispositifs dont je sais qu'ils sont nuls, pour ensuite écrire des articles pour dire qu'ils sont nuls. Donc voilà, moi, j'ai une posture de recherche qui m'intéresse plus, ou qui m'intéresse pas, et du coup, j'ai aussi un regard critique sur ma propre trajectoire. De ce que j'ai pu faire. Et du coup, avec cette idée qu'on partageait aussi à plusieurs à Lyon, parce que c'est quand même lyonnais tout ce que je vous raconte, de se dire, s'il y a moyen de se mettre au service de tout intellectuel universitaire qu'on est, d'une initiative quelconque venant des Gilets jaunes en matière de débat public, on ira. Ça a marché, c'est-à-dire que avec les collègues du laboratoire Triangle, on a fait un groupe de recherche qui a été très soutenu par notre labo, du coup, et on a écrit aux gens du vrai débat qui venaient de se constituer, donc on n'est pas du tout à l'origine de ce truc-là, évidemment, et on leur a dit, on a vu que vous faites une plateforme numérique, donc la plateforme numérique qui est mise en place par Cap Collectif, même si
Elle a migré, cette plateforme, elle n'est plus chez Cap Collective. Et du coup, ils ont mis en place ce truc-là. Donc, on a 25 000 propositions, 93 000 arguments, et en tout, à peu près 44 000 utilisateurs qui ont pu s'exprimer. Donc, évidemment, c'est un nain en termes de chiffres à côté du grand débat national. Mais bon, c'est déjà pas mal pour des choses faites à l'huile de coude. Toutes les données sont publiques. On a très vite basculé en open data, même si le site a migré, et ça va avoir son importance. Et en fait, à partir de là, on a mis en place, on a accompagné le vrai débat, donc, qui a été piloté par une espèce de groupe mouvant de gilets jaunes répartis un peu partout en France, qui est passé beaucoup par une coordination numérique par Discord, que j'ai découvert à ce moment-là et qui a été une catastrophe, parce que ça a été la foire d'empoigne et vraiment des tensions absolument hallucinantes qu'on n'a pas vraiment pu gérer. Et donc, il y a eu plusieurs processus qui sont enclenchés et un énorme malentendu qui s'est mis en place. Le premier processus a été le traitement, l'analyse du corpus numérique par l'équipe de recherche, et notamment la nôtre à Triangle, même si on n'était pas les seuls. Et nous, en fait, à Triangle, on a mis en place très vite une analyse un peu méta de ce qui sortait des propositions récoltées. Je vais vous les montrer après, les propositions. Et du coup, très vite, on est arrivé, donc c'est mon collègue Jean-Claude Zancarini qui s'y est collé, et très vite, il a dégagé 4 blocs majeurs de revendications qui ressortaient du vrai débat. Transformation dans l'ordre d'importance, transformation du système politique, renforcement du service public, demande de justice fiscale, revendication écologique. Et en fait, moi, je suis basé dans le Vaucluse, beaucoup, et il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé à ce moment-là, c'est que l'immigration ne sort pas comme thématique des propositions. Et je vous avoue que quand on traîne avec les gilets jaunes du Vaucluse, ça fait plaisir. On va dire ça comme ça. Donc, il n'y a pas l'immigration. Bon, pas l'immigration. Dont acte, le groupe Vrai Débat, notamment quelques-uns de ces éléments, dit très bien, il n'y a pas l'immigration. Ça ne nous empêchera pas de voter Marine Le Pen, mais de fait, ça n'y est pas. Du coup, ce traitement autour du Vrai Débat, on en fait une synthèse. Elle est disponible sur Internet, on l'a diffusée un peu partout. On a un traitement encore en cours des données numériques qu'on est en train de travailler. Et ça a été très apprécié des leaders du Vrai Débat, du groupe du Vrai Débat, parce que ça incarne vite, clairement, l'idée qu'il y a des revendications explicites et que les gilets jaunes, c'est pas que du bruit, c'est pas que de la colère, machin. Non, c'est des propositions, des pistes d'action, des revendications concrètes qui peuvent être mises à l'agenda. Donc, il y a eu l'initiative du socle commun qui reprend très largement les éléments de synthèse de Triangle. Ils ont publié aussi Priscilla Ludowski, Maxime Souk et David Probst le contenu du Vrai Débat. Bon, tout ça leur plaît bien, ça va bien. Et puis, moi, j'interviens aussi au moment où, en gros, ils disent ah oui, mais en fait, avec Cap Collective et Démocratie Ouverte, on avait imaginé, en fait, je pense, dans un effet de mimétisme avec le grand débat, faire des assemblées citoyennes. Il y avait cette idée, après la phase numérique, faire des assemblées citoyennes, donc il faudrait articuler les deux. Et moi, j'interviens à ce moment-là, au nom du groupe de travail Triangle. Je leur dis, moi, je vais appuyer méthodologiquement ce que je peux faire, logistiquement, politiquement, la tenue de ce qu'on va appeler à ce moment-là les assemblées citoyennes délibératives. À quoi doivent servir ces assemblées citoyennes délibératives ? C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'attente explicite de la part du Vrai Débat, sachant que je tombe sur des organisateurs qui ont un petit capital culturel qu'ils essayent de valoriser beaucoup dans cette initiative, et donc qui se prennent de la folie des grandeurs alors qu'on n'a aucune thune, rien, zéro, on n'a rien pour fonctionner, et les autres qui attendent une formule, en fait, qu'on leur propose quelque chose. Donc de mon côté, je cherche des soutiens, j'en trouve pas des masses, on va pas se mentir. Voilà, on aime bien observer et participer les trucs gouvernementaux, un peu moins les trucs de Gilets jaunes, il faut quand même dire les choses. Heureusement, je tombe sur Anthony et Roxane qui, du coup, s'engagent bénévolement et qui prennent de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour mettre en place ces assemblées. On a une très très longue hésitation sur qu'est-ce qu'on fait des assemblées et comment on les bosse. Est-ce qu'on repart de la synthèse ? Est-ce qu'on part des propositions elles-mêmes, et puis finalement on part des propositions elles-mêmes. Donc je vous ai dit, on a 25 000 propositions, donc évidemment on ne part pas des 25 000 propositions. À la place, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit traitement stat, vite fait, enfin stat, j'exagère, qui est celui-là. C'est-à-dire, dans les 25 000 propositions, on en isole 1059. Vous voyez, en gros, il y a la proposition numéro 1 du Vrai Débat, c'est le RIC. Donc là, vous avez un argument
Là, il y a ce nombre. Donc là, vous avez le nombre de votes positifs, le nombre de votes négatifs et le nombre de votes moyens. Voilà, donc on fait un différentiel donc pour voir que c'est la proposition la plus votée et la plus soutenue. Et quand on clique là, on a les 848 arguments qui ont accompagné cette proposition. Bon. Et du coup, on en isole 1059 en disant, dans ces 1059, les 1059 propositions cumulent en tout 390 807 votes. Ça fait 43% de toute la plateforme sur les 25 000 propositions. Et du coup, on considère que c'est un peu le cœur des propositions du vrai débat. Et là, on dit aux gens, en assemblée citoyenne, il faut les classer. Il faut les classer. Vous allez venir avec nous sur 3 week-ends. On va toutes les lire, les 1059. On va les trier. On va commencer à les classer, à réfléchir comment cet ensemble de propositions pourrait être articulé dans des projets revendicatifs et de réformes plus larges donc, le RIC, oui, mais pas que le RIC. C'est-à-dire comment le RIC s'articule avec tout un tas d'autres attentes autour de la démocratie, etc. Et on va identifier les divergences, les convergences. Donc là, je mets un peu à la poubelle le volet délibératif. On se dit, on verra bien, c'est pas le but pour l'instant. On présente bien sûr tout de suite comme une étape 1, sachant qu'à cette époque, il y a une espèce d'aspiration. On dit oui, c'est l'étape 1. Après, on ira vraiment sur le travail de proposition délibérée, etc. Et puis on hésite, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être des ateliers des lois à la France Insoumise, un outil de débat public permanent, des outils de construction critique, peu importe, à la rigueur, on s'en fout. Donc en fait, on monte 8 assemblées. Donc là, ça, vous trouverez tout sur les comptes rendus. 8 assemblées sur 3 week-ends. On appelle l'Observatoire des débats parce qu'en fait, et ça, je veux vraiment le signaler, la posture de la CNDP a été très appréciée par les groupes de Gilets jaunes avec lesquels j'ai bossé. Et notamment, le rapport publié en janvier a fait vraiment beaucoup d'effets. Et du coup, les Gilets jaunes avec qui on a bossé, du vrai débat, étaient très attachés au fait que la CNDP nous aide et garantissent en quelque sorte tout ça. Donc on a été voir Chantal Joanneau, on a demandé de l'aide qu'ils nous ont donnée partiellement. On a eu des garants du débat public qui nous ont demandé des défraiements. Du coup, on n'a pas pu leur donner. Et heureusement, donc on a changé de braquet, on a fait appel à l'Observatoire des débats qui nous a envoyé des gens qui sont venus bénévolement, qui sont venus sur leur temps libre pour observer et qui nous ont fait des rapports d'observation en fait de comment ça se passait. Et du coup, on a eu à chaque fois une vingtaine de participants sur les 8 assemblées. Je n'ai pas de données sociographiques précises sur le public, parce que je ne fais pas de recherche là-dedans, pas du tout. Donc ce que je sais, c'est qu'il y a des gens des ronds-points, puisque en gros, on a dû gérer des choses comme c'est le samedi après-midi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'Assemblée? Non, parce que c'est le samedi après-midi. On a eu des délégations, des gens qui venaient au nom de rond-point dans les assemblées pour dire « je représente le rond-point de Bidule et donc je viens participer ». On a eu pas mal de choses à gérer. Et puis, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, j'ai assumé quand même, complètement surestimé la capacité des Gilets jaunes à dialoguer entre eux. C'est-à-dire que moi, le groupe du vrai débat nous avait dit qu'il mobiliserait les assemblées, les groupes locaux. Et en fait, non, pas du tout. Et en fait, nous, on est arrivé avec un cadre national coordonné, imposé d'en haut, en quelque sorte, d'assemblées qui n'ont pas du tout réussi à s'accrocher à la dynamique assembléiste de rond-point, qui est beaucoup plus proche d'un schéma de fédération à l'Assemblée des assemblées que dans le cadre que nous, on avait proposé. Donc on a été vu avec beaucoup de suspicion et on a galéré à ancrer localement. Donc moi, je suis plutôt dans une logique, là pour le coup, à la Laurent Jean-Pierre, c'est-à-dire que je ne pense pas que la dimension nationale soit vraiment importante pour pas mal de gens qui sont engagés dans ce mouvement-là. Et on a quand même tombé sur des groupes locaux qui étaient attachés à leur assemblée à eux et à leur dynamique assembléiste autonome. Et quand on a essayé de fixer un cadre national commun, parce qu'en gros, le but, c'était sur un même week-end, on fait bosser des assemblées en parallèle sur le même travail, et ensuite, on coordonne les résultats, ça n'a quand même pas super bien marché. Voilà. Je suis trop long, c'est ça? C'est parfait. Alors, je sais pas. Non, juste 30 secondes. Ouais, je prends 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En gros, il y a des thématiques sur lesquelles on a bien avancé, c'est-à-dire qu'on a fait bosser les gens, on a bossé avec eux à construire des pistes de réforme. Bon, je vais vous donner qu'un seul exemple parce que c'est un peu le truc qu'on est en train d'essayer de raviver avec mon collègue Vincent Ventresque, mais à mon avis, on ne va pas y arriver. On va essayer quand même. Regardez. Voilà. Alors, typiquement, je vous donne le résultat. Ça, c'est le résultat, je ne sais pas si on voit bien,
de l'Assemblée d'Avignon et de l'Assemblée de Carpentras. En gros, les gens ont bossé en cumulé sur ces 2 week-ends à partir du traitement des 1057 propositions. Ils arrivent à une architecture de ce que pourrait être un système de retraite imaginé par les gens qui ont proposé des choses sur la plateforme du grand débat. Donc, la thématique des retraites est typiquement un des sujets sur lesquels on a le plus avancé. Et donc là, ce qu'il faudrait qu'on fasse dans l'idéal, c'est qu'on repart dans un cycle d'assemblée pour vraiment travailler la thématique du quel système de retraite voulons-nous à partir des propositions du vrai débat qui sont mises en délibération, parce qu'en fait, c'est une raquette avec des trous, quoi. Ce truc-là, il manque plein d'éléments, mais au moins, et donc, vous voyez, les propositions sont classées, on a tout un système, bon, peu importe. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, en fait, ça va aller un peu nulle part, quand même, tout ça. C'est que nous, quand je dis nous, c'est les animateurs et puis ceux qu'on va vraiment mis la main à la pâte aux assemblées. On a voulu associer, comme des couillons d'intellectuels qu'on est, on a voulu associer les participants aux assemblées à la réflexion sur la suite. En disant, voilà, nous, on a une idée de ce qu'on pourrait faire, mais vous êtes là, vous êtes 200 en tout, bah venez, quoi. On invente un système d'assemblée où on va continuer à bosser, machin. Donc il y a plein de gens qui sont montés dans le train, enfin plein, j'exagère, mais quand même. Et du coup, qui se sont un peu déclarés assemblée, vrai débat de Lille, de machin, de Gennevilliers, tout ça, qui se sont multipliés, qui se sont un peu autonomisés, etc. On a fait bosser les gens sur la suite. Et en gros, le noyau dur du vrai débat nous a dit qu'on confisquait la démarche. Qu'on les mettait de côté, qu'on leur avait piqué leur truc, et que, en gros, les assemblées citoyennes délibératives sont trop lentes, elles sont trop procédurales, elles sont pas efficaces en termes de revendication, et donc on a une clôture officielle, qui est un communiqué du vrai débat sur le site du vrai débat, c'est la page 1 quand vous allez sur le site, en disant bon, c'est marrant, vos machins procéduraux, mais c'est des trucs d'intello, ça nous fait chier, et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est des propositions, tout ça. Bon. Et du coup, on s'est vraiment disputé. On n'a pas réussi vraiment à trouver une manière de continuer ensemble. C'est ajouté à ça plein d'autres problèmes. Et du coup, là, ce travail d'assemblée citoyenne est complètement en jachère. En fait, on a du matériau hyper riche. On a bossé comme des fous et les gens sont vraiment donnés. Ouais, c'est toujours ce truc, quoi, quand on étudie ces assemblées, c'est qu'il se passe quelque chose quand même. Enfin, il y a vraiment un investissement fort. C'était super, quoi. Je veux dire, dans l'assemblée à Carpentras, il y a un type qui savait pas lire. Bon, bah voilà, moi faire des trucs délibératifs avec des gens qui savent pas lire, c'est un peu pour ça aussi que j'ai été allé dans cet exercice-là. Donc, et en fait, là, on est un peu au milieu de nulle part. On essaye de raccrocher les wagons avec des groupes gilets jaunes qui pourraient être intéressés, mais sans le vrai débat d'origine. Sauf que là, on lance ça depuis le laboratoire Triangle. Et du coup, il n'y a aucune chance vraiment qu'on arrive à accrocher les masses, on va dire ça. Et là, je me tais. Alors, merci Guillaume, merci à tous les trois. Je propose qu'on ouvre tout de suite l'échange avec les participants et je rajouterai quelques questions de mon côté. Donc, je ne sais pas qui a des... Voilà. Vous parlez fort ? Ah non, il faut, parce que oui, c'est vrai que j'oublie la technique. Merci. Moi, j'avais 2 questions en fait. Je voudrais savoir d'abord pourquoi La Réunion, c'est le seul territoire d'outre-mer où il y a eu un mouvement des Gilets jaunes. Enfin, je n'avais pas réalisé ça. Je me demande en particulier pourquoi il n'y a rien eu en Guyane. Est-ce que vous avez des idées, des éléments là-dessus ? Et aussi, Guillaume, du coup, le vrai débat aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, donc une question pour Jean-Michel Fourniot, vous qui êtes au comité de gouvernance de la Convention, si j'ai bien compris, qui avait dit que le grand débat était une procédure purement consultative. Qu'est-ce que vous pensez de la Convention, des débouchés politiques potentiels et quel parallèle est-ce que vous dressez entre la démarche du gouvernement par rapport au grand débat et celle par rapport à la Convention ? Julien ?
Oui, moi, vu que j'ai eu la chance d'être en off de la préparation de cette table ronde, j'ai pu voir les questions que Jean-Michel avait éventuellement envisagé de poser. Et une qu'il voulait, alors du coup, je voudrais lui poser la question qu'il avait prévu de poser à tout le monde, mais éventuellement que tout le monde, à laquelle tout le monde pourrait répondre, parce que je pense que c'est une question qui est assez transversale. C'est notamment donc, un truc que développe Laurent Jean-Pierre dans son bouquin, qui est quand même une idée intéressante et assez importante d'un point de vue macro-politique, peut-être. C'est, au fond, je le fais très vite, et peut-être que Jean-Michel, tu pourras reformuler, c'est l'idée que aujourd'hui, l'ordre politique ou la gouvernementalité politique repose sur, d'un côté, une main gauche, qui serait le développement de la démocratie participative, qui servirait tant bien que mal à créer de la légitimité politique, et puis une main droite qui est la répression des mobilisations. Et qu'au fond, tout cela fonctionne ensemble pour créer de l'ordre politique. Donc il y a une proposition qui est assez forte, qui est assez critique par rapport au rôle essentiellement légitimateur des procédures participatives. Donc toi, quelle est ta lecture, Jean-Michel, du grand débat dans ce cadre analytique-là? Est-ce que c'est trop rapide? Voilà. Et puis j'aimerais bien éventuellement entendre les autres intervenants là-dessus, et peut-être à la fois Guillaume et Sandrine, puisque vous aviez coordonné un numéro de participation sur la gouvernementalité, et qui, à mon avis, s'inscrit quand même assez bien dans cette perspective-là, mais qui était en même temps peut-être plus fin, plus nuancé, dans la mesure où vous soulignez aussi les capacités à susciter la critique, au fond, des expériences participatives, et donc ne pas être simplement dans la légitimation de l'ordre politique. Voilà. Merci Julien. Je vais rajouter quelques petites questions, ou grandes questions, je ne sais pas, mais qui va... Alors à Christiane notamment, parce qu'en fait on comprend qu'il y a une crise, une singularité de la crise, que ça se termine, qu'il y a une sortie de crise au fond avant le lancement du grand débat. Donc la question c'est, est-ce que le grand débat c'est quand même déployé, déroulé à La Réunion, et avec quelles du coup caractéristiques peut-être. Et Jean-Michel, j'avais une remarque aussi, alors sur les réunions d'initiative locale, alors c'est vrai qu'on a, on peut, c'est pas toujours très net qui a organisé, qui a lancé, même si on a quelques indications sur les organisateurs, sur la plateforme, qui ne dit sans doute pas tout d'ailleurs. Je voulais donner un exemple, puisque ça c'est ce qui s'est passé à Bordeaux, où donc Juppé était encore là présent, président de la communauté, enfin de la métropole, et il y a eu des réunions, mais il a confié leur organisation au Conseil de développement durable. Alors je le dis parce que c'était une façon en fait de ne pas apparaître comme un instigateur, et en même temps le C2D a mis en place les réunions avec sa méthode, ses techniques, et était effectivement tout à fait libre de le faire. Donc je voulais savoir on avait quelques autres cas de ce type. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est des choses que vous avez observées avec l'Observatoire et toute l'équipe? Et une question pour Guillaume sur donc la plateforme du vrai débat. Alors moi, en suivant un peu ce qui s'y passait, mais de façon là très plus distanciée, il y a un moment, j'ai trouvé il y avait des propos très tristes, une amertume dans la façon dont les instigateurs d'ailleurs présentaient, alors je ne sais pas si c'était sur la fin, je ne sais pas à quel moment, mais un texte, alors moi, que j'ai trouvé très très émouvant, mais vraiment comme si l'expérience n'était que négative. Donc cette dimension-là, alors est-ce qu'elle s'explique par les tensions que tu as décrites? Est-ce qu'il y avait autre chose? Moi, j'avais le sentiment aussi qu'ils avaient l'impression de quelque chose qui ne prenait pas, alors que il y a quand même une vie sur la plateforme du vrai débat. Donc voilà, c'était pour que peut-être tu éclaires ce sentiment que j'ai perçu, ou peut-être que j'ai mal perçu d'ailleurs. On refait un tour dans l'ordre que vous voulez. Jean-Michel, dans le même ordre, allez. C'est allumé. Dans quel ordre? Mais peut-être, je voulais faire une remarque par rapport à ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure sur le fait qu'il n'avait pas voulu s'intéresser au grand débat. Parce que, alors, évidemment, c'est des remarques que je me suis faites au moment de lancer l'Observatoire. Est-ce que ça vaut le coup? Et il y avait quand même toujours cette idée, c'est que, bon, il y a eu 500 000 personnes, 600 000 personnes. Voilà, il y a une question un peu d'éthique du chercheur quand même, se dire, même si en gros les résultats, je les connaissais un peu d'avance, mais il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui se déplacent. Je veux dire, ne pas documenter du tout ça,
c'est quand même, voilà, moi j'ai considéré qu'il fallait pouvoir le documenter. Même, et donc l'idée de l'observatoire, c'était ça, c'était au moins documenter ça. Qui partait de mon papier part de cette remarque, c'est que tous les dispositifs participatifs, en général, ils se donnent très vite, et Guillaume, tu le sais très bien, puisque tu l'as largement écrit dans ton bouquin, les instruments de leur légitimité, c'est notamment le comptage. Et que là, le grand débat a été lancé sans aucun dispositif pour pouvoir ancrer sa légitimité. Sa seule légitimité, c'était la parole du président qu'il avait lancée. C'était tout. Et rien n'a été mis en place. Et ça a été jusqu'au fait que, par exemple, pour le site internet, nous, on a demandé à pouvoir passer des questionnaires aux gens qui avaient répondu et qu'on n'a jamais eu de réponse de la part. On a eu finalement une réponse favorable du vrai débat, mais la collègue qui devait s'occuper de ça, c'est venu assez tard et donc finalement on l'a même pas fait. Bon, mais tant pis. Mais sur le grand débat, je pense que voilà, ils ne voulaient pas savoir. Donc il y a 500 000 contributions, on ne sait pas qui parle. Et c'est n'importe quel élu qui fait un dispositif participatif, ça l'intéresse de savoir qui parle. Là, on a un truc qui est lancé où ça n'intéresse pas qui parle. Et donc nous, on s'est dit, il faut documenter quand même. Bon, même si on était, voilà, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions et les résultats qu'on trouve, c'est ben voilà, ça confirme et donc ça. Mais après, il peut, voilà. Alors sur la question de la Convention citoyenne, parce que c'est en lien. Il y a un point commun, c'est l'impréparation. Et puis la Convention citoyenne, en revanche, elle prend le contre-pied sur beaucoup de choses du grand débat. C'est-à-dire des leçons ont été tirées et je ne sais pas encore vraiment pourquoi, mais je sais que le fait que je sois au comité de gouvernance, ça a été compliqué à obtenir, parce que je pense que notamment la note que j'ai faite n'a pas plu beaucoup à un certain nombre de gens pour son caractère critique. Et même si après dans la convention, moi-même, j'ai beaucoup poussé à ce qu'on reparte des résultats du grand débat, parce que finalement, il s'est quand même dit des choses. Alors, je n'ai pas du tout parlé des résultats, mais parce que la seule synthèse qui existe, c'est celle faite par les professionnels de la participation, mais ils sont assez bien foutus. Et on voit qu'il dit beaucoup de choses quand même, et notamment des choses assez avancées. Par exemple, un seul point sur les questions agricoles qui tiennent ou de l'alimentation, il y a clairement qui ressort aussi bien de tous les dispositifs du grand débat, l'idée de relocalisation de l'agriculture. Donc ça, c'est déjà très avancé comme proposition, en fait. C'est-à-dire, en gros, il faut sortir du système mondialisé d'agriculture qui est imposé aux paysans, et il faut relocaliser l'agriculture. Bon, donc il s'est quand même dit des choses. Alors l'observatoire, vous avez vu, nous on s'était équipés pour documenter ce qui se disait dans les réunions locales, parce que sinon ça ne laissait aucune trace ou très peu de traces, et caractériser un peu les publics. Normalement, il y aurait dû, l'ANR devait lancer un appel à projet, et il y avait beaucoup d'équipes qui avaient répondu pour analyser les propositions, de rentrer dans le contenu. Nous, on n'était pas du tout équipés pour faire ça. Le grand débat avait zéro thune aussi, pareil. L'observatoire des débats avait zéro thune. Ça n'avait pas été prévu non plus. Sur les 15 millions du grand débat, il n'y avait rien prévu pour de l'évaluation, pour rien. Donc 40 000 balles du CGET. Oui, non, mais attends. Oui, mais c'est pas. Tu vois, quand tu fais un dispositif où tu essayes de tirer au sort des réunions, en gros, ça a permis de payer un certain nombre de déplacements. Il a pu prendre en charge des déplacements. Alors, on a mobilisé 100 personnes. Il a fallu payer des déplacements. Donc, le GIS en a payé très peu. Et c'est quand même essentiellement. Oui. Non, mais tu vois, c'était pas à la hauteur du dispositif. Hein. Il n'y avait pas de financement à la hauteur du dispositif. Alors, juste, je finis sur le grand débat convention. Par contre, d'autres choix sont faits vraiment à l'inverse. La plateforme qui a été choisie pour médiatiser la convention, c'est pas Cap Collectif. Ils ont pris la plateforme de Barcelone. Donc ils ont pris une autre plateforme très connue, puisqu'elle a beaucoup circulé dans le monde, etc. Mais justement, il y a eu le choix de ne pas prendre Collectif, qui avait été extrêmement critiqué. Et le choix de la délibération, c'est les mêmes, les animateurs, c'est les mêmes.
que ceux qui ont fait les conférences citoyennes régionales. Donc ils ont tenu compte des critiques et pour construire ça de manière beaucoup plus délibérative. Donc il y a de ce point de vue-là, il y a quelques leçons politiques qui ont été tirées, non pas au niveau du gouvernement, mais au niveau, disons, de l'organisation. Au niveau du gouvernement, la convention, c'est incroyable, parce que c'est pareil, Macron, il annonce ça le 25 avril, personne ne sait de quoi il parle. Absolument personne. Et derrière, il n'y a aucun groupe de travail qui est mis en place, ni rien. Ce qui fait que ça a mis les gens de démocratie ouverte, les gilets citoyens, en situation de négociation directe avec le cabinet de l'Élysée. Mais c'est un truc incroyable du point de vue du fonctionnement institutionnel, comment ça s'est passé. Et que, donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas y voir. C'est pour ça que je trouve très intéressant l'analyse de Laurent Jean-Pierre sur le fait qu'il faut voir ensemble les deux dispositifs. Ça, je trouve c'est très intéressant. Mais après, quand on regarde de l'intérieur comment ça s'est construit, on peut pas. Il y a une volonté politique de tenir ça, les deux ensemble, sans doute, une main gauche, une main droite, mais il n'y a aucune pensée de ça. On ne voit pas, et moi j'ai suivi d'assez près quand même toutes les discussions qu'il y a eu entre l'Élysée, le gouvernement Matignon et les Gilets citoyens. J'y ai pas participé, mais j'ai suivi très en direct quand même. Voilà, il n'y a personne qui pense ça. À l'Élysée, c'est la secrétaire générale adjointe de l'Élysée qui discute. Mais une secrétaire générale adjointe de l'Élysée, vous voyez qu'elle n'a pas qu'un sujet à traiter. Donc il n'y a personne qui est là pour penser. Et donc de ce point de vue-là, c'est comme le grand débat, c'est vraiment le style de Macron. Il lance des idées, mais il y a personne derrière qui pense politiquement ce que c'est. Donc c'est en faire trop vite systématiser, c'est compliqué parce que je ne sais pas ce que ça va produire. Et notamment, c'est ce qu'on disait dans la première table ronde, c'est le fait de recourir au tirage au sort. Ça n'a pas été pensé. Le dispositif est là, on le fait, mais c'est son potentiel caractère disruptif d'une certaine manière vis-à-vis de la représentation. Et par contre, le président, dans la Convention, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont refusé de mettre à disposition des fonctionnaires pour être experts légistiques pour écrire la loi, pour passer des propositions que peuvent faire les citoyens à l'écriture de la loi. Ils ont refusé. Et quand on regarde la nomination des garants, ça montre bien c'est une forme de mépris, alors que pour le grand débat, ils avaient nommé des garants à l'extérieur. Là, ils ont nommé des directeurs de leur propre administration. Donc ça montre bien une forme de mépris. Eux, ils ont bien compris qu'il y avait une forme de contradiction entre la Convention et... voilà, mais sur ta question, Julien, voilà, je ne sais pas si je peux dire... Moi, je trouve très intéressant, et ça allait la lecture de Laurent, et ça allait tout à fait dans le cadre de l'appel à contribution du GIS, à laquelle l'appel pour ce colloque, à laquelle Laurent n'a pas du tout participé, mais il y a une forme de plateforme commune. Dans son bouquin, il y a beaucoup de choses qui après, dans le détail, comme cadrage d'analyse, c'est bien, mais après, dans le détail, on voit que des fois, ça ne résiste pas complètement, donc ça reste à construire comme cadrage, parce que les articulations, cette main gauche et cette main droite, en fait, cette main gauche, elle est inexistante, parce que d'une certaine manière, elle n'est pas constituée. Autant la main droite de la répression, je veux dire, elle a Castaner, elle a tout un appareil. La main gauche, elle a zéro appareil, quoi. Donc, il faut quand même voir ça. Mais c'est intéressant dans l'esprit politique de Macron de voir que lui, il pense effectivement sans doute un peu comme ça. Chez Édouard Philippe, c'est déjà beaucoup moins clair. Vous disiez pourquoi c'est le seul territoire ultramarin. Oui, il faut remettre en perspective le fait que à La Réunion, il y a eu des mouvements sociaux, certes, mais aux Antilles et à Mayotte, ils ont été plus récents. Et en Guyane, ils étaient plus récents. Et pour faire un raccourci, ça a été long, ça a été dur, et ça a été 1 milliard.
On n'a pas le temps de rentrer dans l'analyse, mais c'est un peu dans cette perspective aussi que c'est perçu par la population réunionnaise, dans le sens où leurs problèmes, les inégalités, la pauvreté, 40% de la population active vit sous le seuil de pauvreté, l'appauvrissement des classes moyennes modestes, l'érosion des revenus et de ces classes moyennes modestes et l'inflation très forte. Tout cela on fait que dans un mode de vie, on va dire, où tout tourne autour de la voiture parce que les transports en commun sont quasi inexistants et le relief de l'île permet une mobilité, ne permet pas une mobilité facile, on va dire ça. Toutes ces causes-là ont fait qu'à La Réunion, ce mouvement a été ce qu'il est. Mais d'un autre côté, il y a aussi, et ça on peut l'attester de partout, les Réunionnais sont tous très conscients, comme tous les ultramarins aujourd'hui, qu'une crise qui perdure, c'est 10 ans après, on ne s'en relève pas ou difficilement à certains points de vue, quoi. Et vu l'expérience donc des mouvements sociaux et malgré les milliards qui ont été mis sur la table par les exécutifs de différents mandats, de différents gouvernements. Donc cette chose-là est dans l'expérience de ces territoires. L'autre dimension aussi, c'est que, et là par contre l'Élysée, là aussi le président lui-même l'a souligné, mais c'est aussi un fait, c'est que très peu de temps auparavant, il y a eu les assises de l'outre-mer. Et donc, il y a eu une remontée déjà des demandes, des propositions des sociétés civiles, des entreprises, du secteur privé, enfin de tous les acteurs qui ont souhaité s'exprimer et qui ont formulé et formalisé les propositions vers les exécutifs territoriaux et l'exécutif central. Donc, ça explique aussi en partie pourquoi les revendications transformées en demandes et en propositions étaient déjà formulées. Je vous rappelle aussi que pour ce qui concerne spécifiquement La Réunion, une réunionnaise était ministre de l'Outre-mer juste avant Madame Girardin, il me semble, oui, dans la temporalité, et qu'elle a eu à faire face à la crise en Guyane. Oui, c'était ça. Et qu'elle a fait une proposition de loi sur l'égalité réelle, dont les décrets d'application, à ma connaissance, n'ont pas, il n'y a pas eu de suite. Enfin, vous le confirmez, je ne connais pas tout, hein, mais il me semble à ce jour. Et elle est toujours députée, Erika Barrett, il me semble, oui. Et enfin, tout cela font que les Réunionnais, dans ce mouvement-ci, je parle de 2019, là, hein, 2018-2019, ont souhaité des réponses concrètes, ont souhaité des mesures pragmatiques et en partie, ça a été le cas, sauf que la réalisation prend du temps, enfin, ne se fait pas dans l'immédiat non plus. Donc ça, c'est une chose. Par contre, les revendications démocratiques, les revendications, je ne dirais pas démocratiques, c'est pas le mot, les revendications en termes de démocratisation, plutôt, ça c'est quelque chose que l'on pourrait comparer avec ce que Martial Foucault souligne sur les RIL, les réunions d'initiative locale. J'ai fait un peu le terrain des réunions d'initiative locale à Paris, et j'en ai fait à La Réunion aussi, et ainsi que l'échelle des CCR, des conférences, en tout cas à La Réunion, de la conférence citoyenne régionale. Et je reprends juste un exemple des données que Pierre-Henri Bonneau et Martial Foucault ont collectées et analysées. C'est dans la thématique que tu évoquais sur la démocratie, la citoyenneté dans le grand débat national. Il y a donc dans le questionnaire, on demande à ceux qui remplissent le questionnaire s'ils pensent que ça va changer quelque chose, s'ils y croient, quoi. En quelque sorte, je n'ai plus en tête la formulation exacte des questions, et ils répondent très massivement non, on ne croit pas que ça va changer grand-chose dans leur vie personnelle, ni dans la vie du pays et tout cela. Et quand on regarde la réponse aux questions, est-ce que vous souhaitez vous engager, très majoritairement à 60, presque 70%, oui, tous veulent s'engager, enfin tous, c'est très majoritairement. Et on retrouve ça à La Réunion. Et ce que je voulais, enfin, je l'ai déjà présenté dans mon papier et à la communication que j'ai faite jeudi, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a cette appétence démocratique, si on peut dire,
c'est vu aussi dans le fait que quand il a été question de former des sortes d'assemblées citoyennes tirées au sort, les volontaires, parce que ça s'est passé en fait tirage au sort à partir d'une population qui se porte volontaire. Les volontaires qui sont présentés par rapport au pourcentage de la population de la Réunion est très, très, très important. 1300 volontaires sur 800 000 habitants. Bon, pour être tiré au sort et faire partie donc de l'Observatoire des prix, des revenus et des marges de la Réunion, pour présenter une initiative de la ministre des Outre-mer et de l'exécutif territorial, présentée donc comme une façon de participer de façon pérenne sur toutes les revendications de vie chère, d'avoir une influence, d'avoir leur mot à dire. Donc 50 personnes tirées au sort qui viennent s'ajouter aux 50 déjà membres de l'Observatoire. Évidemment, c'est vécu par certains comme une forme d'instrumentalisation. Et là, on retrouve encore ce que nous disions tout à l'heure. Oui, mais malgré cela, c'est une fenêtre ouverte peut-être pour faire quelque chose pour la Réunion, donc s'engager quand même. Avec cette idée, qu'est-ce que c'est que 50 quelque part aussi, qu'est-ce que c'est que 50 personnes et dans un observatoire qui n'a pas de décision à prendre en termes d'évolution, en termes de démocratisation. C'est ce que se disent certains, mais les acteurs qui sont tirés au sort, qui vivent, nous continuons les entretiens qualitatifs avec avec cette population-là, des tirés au sort. Donc vivent cela comme une position à défendre pour avoir de l'influence. Je rejoins ce que tu disais, Jean-Michel, tout à l'heure, et je finis sur cette dimension-là. Le fait est que, oui, effectivement, tout est très flou. Dans le sens où il n'y a pas de statut, il n'y a pas de... c'est la parole présidentielle qui porte, c'est l'initiative ministérielle qui porte, qui fait que ça c'est fait, que le tirage au sort est effectué, que ces personnes siègent. Et puis une fois qu'elles sont dans le cas par exemple de l'Observatoire, eh bien, comme elles n'ont pas de statut en termes de texte, hein, ni même en termes de circulaire, ni même de notes verbales, il y a une injustice épistémique manifeste qui se pose dans leurs paroles, dans le fonctionnement même de l'organisme qui se trouve complètement modifié, puisque on évite d'aller au vote, aux décisions, etc. Donc il y a cette dimension-là des choses. L'autre exemple, peut-être contre-exemple, toujours dans cet axe-là, c'est qu'à l'échelle de la région Réunion, un conseil citoyen, consultatif citoyen a été créé, et donc qui fonctionne complètement différemment, qui fonctionne non pas en termes d'influence éventuelle, mais en termes vraiment de gouvernance régionale, et qui effectivement devient une assemblée citoyenne consulter sur les projets de la région et dont on ne sait pas encore à l'heure qu'il est, puisque ça ne fait que commencer, quelles seront les interactions avec l'Assemblée des élus, enfin le conseil régional. Et donc là, on ne sait pas, et là non plus, ils n'ont pas de statut. Je finis sur cette question-là pour dire que quand le président de la République les a rencontrés, donc intitulé par l'Élysée Rencontre avec la représentation citoyenne, ils ont demandé tous en commun, que ce soit ceux des deux, je dirais pour l'instant, des deux assemblées citoyennes, si on peut dire ça, ils ont demandé au président de la République d'avoir un statut codifié par les textes. Et le président de la République, encore une fois, sa parole, dit oui, je suis d'accord, je mets les guillemets pour que vous ayez un statut. Donc, pour revenir à les autres questions, il y avait une question transversale que vous avez posée tout à l'heure sur répression et enfin, la main droite et la main gauche. Je voulais juste faire cette remarque quand vous parliez, enfin Jean-Michel l'a évoqué aussi, que le côté délibératif est faible et je l'ai déjà exposé, mais je le reprends. C'est faible aussi parce que l'instrumentation est très faible. Pas d'argent, pas de budget, très peu défini et tout ce qui va avec. Et la conséquence, c'est que le sentiment d'instrumentalisation, par contre, grandit avec cette faiblesse d'instrumentation. Il y avait une autre question ? Est-ce que j'ai répondu à tout ?
La vôtre? Oui, parce que c'est pas une question, ça vous a amené à préciser là sur le débat ce qui s'était passé. Vous venez de le faire en fait. Ma question c'était de savoir s'il y avait eu quand même. Oui, je finis sur le grand débat national, vraiment pour la Réunion. Donc, les RIL ont été très peu fréquentés. Il y en a eu très peu d'organisés. Ça a été très peu fréquenté et on n'a pas eu de. On les a observés. Hein. Nous les avons observés, mais il y a très peu de contenu que l'on puisse en retirer. La conférence citoyenne régionale, je souligne un fait, c'est que dans toute la France entière, ça a été tiré sur le tirage au sort s'est fait sur liste téléphonique. Et pour ce qui concerne la Réunion, ce sont ceux qui ont été tirés au sort pour l'observatoire des prix, des marges et des revenus qui ont été mobilisés pour participer. Donc ça a été vécu comme est-ce que c'est une façon de neutraliser le mouvement, de dépolitiser le mouvement, ou est-ce que on peut comprendre ça comme revenons, circonscrivons ce qui est important et pragmatique, c'est comment la vie quotidienne des ménages à La Réunion et donc en faire quelque chose d'économique. C'était un peu ça. Tirage au sort dans les départements, Oui. régions, départements, collectivités d'outre-mer. Il n'y a qu'en métropole qu'il y a eu du tirage au sort. Exact. Partout Au ailleurs, sens. ça a été des propositions ou du tirage au sort parmi des volontaires déjà sélectionnés par ailleurs. Ok. Merci, Guillaume. Alors, pour essayer d'apporter quelques éléments, qu'est-ce que c'est le vrai débat aujourd'hui? De mon point de vue, c'est que le vrai débat, c'est une séquence close qui est aujourd'hui enrôlée par quelques-uns, et notamment par Priscilla Ludowski, dans une stratégie de pression nationale. C'est-à-dire qu'il y a cette conviction chez Ludowski et chez les Gilets citoyens et chez ceux qui restent du vrai débat, qu'il faut appliquer une stratégie de la mise en défaut potentielle. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, nous avons des propositions. Qu'est-ce que vous leur répondez? Si vous ne leur répondez rien, alors c'est que vous ne répondez rien. Et sur la Convention citoyenne, c'est un peu la même chose. C'est la stratégie du chiche. C'est-à-dire, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Vous voulez parler d'environnement? Eh ben, on va parler d'environnement. Et si vous ne tenez pas en compte de ce qui sort de la stratégie des propositions citoyennes, eh ben, on retournera dans la rue. Bon. Et du coup, cette stratégie-là, elle est quand même très, très isolée dans le mouvement des Gilets jaunes et elle concerne assez peu de gens quand même en termes effectifs. Et c'est pas grave, hein, ça se trouve, c'est ça qui va marcher et puis tant mieux. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est, en fait, le contenu du vrai débat, c'est quand même beaucoup plus que la synthèse de triangle, c'est quand même beaucoup plus que le socle commun et les cas thématiques, c'est encore très très riche, et donc peut-être qu'on pourrait mettre ce matériau propositionnel au service du mouvement social, et par exemple, on a causé de retraite quoi, dans le vrai débat. Il y a eu plein de choses sur les retraites qui sont liées, je pense, à une petite sociographie des contributeurs. C'est quand même âgé, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est dommage. C'est dommage. On a tout ce matériau-là pour aller bosser en fait sur quel système des retraites on voudrait ou qu'est-ce qui pourrait émaner, machin. Et donc on essaye de le réancrer dans le mouvement social, mais c'est très dur. La main gauche, la participation comme main gauche. J'ai pas lu le livre de Laurent Jean-Pierre. Je pense que dans le cas du grand débat national, c'est évident. Je pense que dans le cas de ce dispositif-là, c'est évident. C'est même la caricature de la caricature de la caricature de ce double jeu. Je pense que ça l'est beaucoup moins quand on essaye de généraliser à la mise en place descendante des dispositifs de participation. Effectivement, avec Sandrine, on avait creusé ce cadre de la gouvernementalité, et ce qu'on avait essayé de dire, je parle sous son contrôle, bien sûr, c'est que la participation, du point de vue de son ingénierie, du point de vue des techniques concrètes de participation, c'est une multitude de points de pivot des rapports de force, c'est plutôt des tactiques de gouvernement précises, ponctuelles, ciblées, qui peuvent être subverties, qui ont des puissants effets de pouvoir. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ces effets de pouvoir, mais qui ne sont pas des effets permanents, quoi, et qui génèrent aussi, et ça, par exemple, les travaux sur l'initiative citoyenne européenne sont passionnants de ce point de vue, qui aussi génèrent de l'ensauvagement. C'est-à-dire qu'à force de se foutre de la gueule du monde avec l'initiative citoyenne européenne, les mouvements sociaux européens commencent à se structurer aussi contre ça. Plus la participation est grossièrement instrumentalisée, et plus ça génère quand même des choses en termes d'ensauvagement paradoxal. Hein. On voudrait trouver une légitimité qu'on ne trouve pas. Et par contre, j'aimerais bien rajouter un truc, et que n'a pas évoqué Jean-Michel dans sa narration. Si Emmanuel Macron peut se permettre de balancer des idées comme ça, sans contenu, le grand débat, la convention, c'est parce qu'il y a aussi cette conviction au plus haut sommet de l'État, et ça on l'a suivi de manière très attentive avec Alice Mazeau. Un jour on publiera un article là-dessus, un jour. Il y a la conviction que l'expertise et l'ingénierie sont disponibles.
C'est-à-dire que moi, je suis frappé de voir à quel point on lance des dispositifs comme ça en n'ayant pas besoin d'anticiper la procédure, puisqu'il y a des effets d'expertise. Il y a des effets, et ça, le livre très instructif de Magali Nonjon et Alice Mazot sur cette question-là, c'est-à-dire qu'il y a un marché de la participation, et il n'y a pas qu'un marché. C'est-à-dire que nous, avec Alice, on a suivi le travail d'1 an et demi commandé à Ernst & Young pour évaluer les pratiques participatives au sein de l'État, qui est donné à la construction d'une doctrine d'État dans les plus hauts sommets de la haute fonction publique autour de ce qu'est la participation. Donc il y a aussi cette conviction des gouvernants que de toute façon, on est en mesure de produire n'importe quoi. On peut balancer et avec très peu de moyens. Et moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'instrumentation. Il y a de l'instrumentation. Et ça tombe bien parce qu'elle ne coûte pas cher. Et que du coup, on peut y avoir recours. Mais c'est de l'instrumentation qui est peut-être décevante, mais c'est voilà. Mais en tout cas, et du coup, il y a aussi ces effets-là. C'est-à-dire, et puis, bon, je vais en foutre une tartine, mais nous sommes tous, pour beaucoup d'entre nous, au sein d'une communauté scientifique qui assure que quoi qu'on fasse, ce sera observé. Et quoi qu'on fasse, et moi, avec Alice, on a suivi une convention citoyenne, un atelier citoyen convoqué par le Service général de la modernisation de l'action publique et le ministère des Affaires sociales sur le big data en santé. On l'a évalué, on a rendu un rapport très critique en disant un truc assez simple qu'on a développé dans la revue française des affaires sociales, qui est une prouesse procédurale pour 0 effet de politique publique. Voilà, il y a un scénario très clair qui s'est dessiné autour du big data. Il y a eu la conférence de citoyens sur les retraites, quand même, quelques mois avant les Gilets jaunes. Donc, eh ben oui, mais du coup, il y a quand même ces effets-là de disponibilité des outils qui autorisent quand même ce genre de posture à balancer des dispositifs comme ça. Donc, donc moi, je serais plutôt soucieux de cette approche tactique plutôt que d'enfermer ça dans un grand récit stratégique. Et je finis. Sur l'amertume. Les gens avec qui on a travaillé, notamment les gens du vrai débat, ce sont des gens qui ont découvert en même temps, parce que beaucoup de premiers engagements, d'entrée dans la vie politique, la découverte de la violence d'État, la découverte de le mépris d'État, la découverte des dissensions internes qui sont très compliquées à gérer pour des gens qui n'ont jamais milité pour de vrai. Tout ça en même temps, avec un épuisement absolument fou. C'est-à-dire que tout le monde y a laissé des plumes, dans toute l'équipe du vrai débat et dans tous les animateurs. Physiquement, financièrement, personnellement, enfin voilà, on a des trajectoires de vie très dures là, sur les mois du vrai débat. Ça a été compliqué à gérer pour tout le monde. Et moi, je rejoins un truc, alors là, en mode tarte à la crème, je trouve ça quand même vertigineux que quand une initiative comme ça émerge, il n'y ait aucun accès à l'argent public. Aucun accès à l'argent public pour ce genre d'initiative. C'est vrai pour les initiatives dans les quartiers populaires sur le financement, ce qu'avait proposé le rapport Bakem-Eshmash, pour toutes les initiatives de démocratie d'interpellation. Et le vrai débat est une preuve, s'il en fallait une, que décidément, il y a urgence à trouver des financements publics pour cette démocratie-là d'interpellation qui a une initiative ascendante dans le mouvement social et que c'est un impératif démocratique que de financer ces choses-là. Et qu'on ne peut pas faire comme si l'argent public ne fonctionnait que dans des tuyaux de financement de politique publique classiques et qu'à un moment donné, il va falloir se poser vraiment la question, mais je suis loin d'être le seul à le faire et loin d'être le premier, mais que là, c'est pas normal qu'on trouve porte close à tous les interlocuteurs vers qui on s'est tourné en matière de financement. Il y a des gens qui ont travaillé sur ces assemblées citoyennes, qui ont consacré une part énorme et qui ont sacrifié du salaire, qui ont perdu de l'argent pendant toute cette période. Et à ces gens-là, on ne leur dit rien. Et du coup, il y a eu je finis juste là-dessus, il y a un truc délétère dans le vrai débat qui est que les gilets citoyens, avant l'annonce du 25 avril, faisaient pression quand même pour l'organisation d'une assemblée citoyenne. Et à un moment, les gilets citoyens ont chiffré de manière un peu virtuelle ce que coûterait une assemblée citoyenne en prenant l'Irlande en modèle, et le chiffre de 5 millions d'euros a circulé. Et quand le chiffre de 5 millions d'euros a circulé, sachant que nous, on a fait toutes les assemblées citoyennes avec 1000 balles, si vous voulez, ça a tendu beaucoup de gens, notamment chez les Gilets jaunes, qui ont dit « Ah ben non, là, ça va pas ». Enfin, on parle d'un dispositif mis en place par le gouvernement à 5 millions d'euros, alors que nous, quand on demande des financements publics pour fonctionner de manière indépendante, on nous dit « Allez vous faire voir ». Donc, et ça a vraiment crispé les choses, ça nous a mis dans la merde. On a mis des mois, des semaines à récupérer ça, et voilà.
Mais oui, Christiane. Je ne pourrais pas ne pas évoquer cela, surtout en tant que politiste. En ce qui concerne la Réunion en particulier, c'est que toutes nos recherches, mais c'est ça aussi le terrain, c'est qu'est-ce que ça va faire comme interaction avec les élections. Et donc, quand on considère la Réunion, par exemple, c'est la première fois dans toute l'histoire de la Réunion que le Rassemblement national arrive premier aux européennes, en tout cas premier dans toutes les communes de la Réunion. Et c'était encore inimaginable dans n'importe quel territoire ultramarin il y a quelques années. Bien, donc on se donne rendez-vous après les élections municipales, parce que là aussi on va... Ah, alors en un mot, choisis-le bien. La Convention citoyenne, c'est 4,3 millions. C'est pas 5, c'est 4,3 millions, mais on n'est pas très loin de l'estimation. Non, c'est simplement sur l'instrumentation. Parce que ça nous concerne quand même très directement, parce que ça embarque aussi les chercheurs, cette question de l'instrumentation des dispositifs participatifs. Par rapport au grand débat, bon, peut-être il y a cette croyance qu'il y a, mais il y avait une échelle du truc qu'on n'a jamais connue. Où justement la seule référence était un peu, mais qui était le débat sur l'école, qui a été totalement ignoré par les gens qui l'ont fait. C'est les chercheurs comme moi qui ont dit non, ça a déjà été fait, ça a été fait comme ça. Et donc il y a cette conviction qui existe, et il y a peut-être des, voilà, Arsène Young qui a fait des trucs, mais plutôt pour des dispositifs locaux. Là, on était face à quelque chose quand même où le pari était gros, et moi, je sais que je m'étais dit, il y a eu débat sur l'école, il y a eu 1 million de personnes. Alors évidemment, parce que ça pose une question intéressante, c'est que le débat sur l'école, il y a eu 1 million de personnes, donc c'est énorme quand même. Mais il ciblait d'abord les enseignants, et donc quasiment tous les enseignants ont participé. Et donc le débat à l'échelle, à une grande échelle, marche bien quand il y a une population claire derrière. Là, moi, je m'étais dit, normalement, truc tous azimuts, très large, tout ça, il devrait y avoir 4 millions de personnes, en gros. Bon, tu vois mais et finalement, il y a nettement moins que... Parce que ça ne cible personne. Et donc ça, je pense, ça, c'est intéressant. Et ça, je pense que justement, ça, c'est pas du tout instrumenté. Parce que les gens qui instrumentent, ils ont leur dispositif pour aller chercher les populations éloignées. Ils ont plein justement de ces tactiques où se jouent des rapports de pouvoir. Mais personne a une pensée claire en dehors justement de les conférences régionales. Elles répondent à ça, quoi. C'est cette idée-là. Alors ça, on sait faire, et notamment en mission publique, ils savent faire des dispositifs tirés au sort à l'échelle mondiale, à n'importe quelle échelle. Et ils ont réfléchi en plus sur ces questions-là. Il y a eu un papier dans Participation d'ailleurs, ou en tout cas des journées doctorales là-dessus aussi, sur les changements d'échelle, qui était hyper intéressant. Et ils ont une vraie réflexion là-dessus. Mais ça existe très peu comme instrumentation. Donc il faut pas... Je suis d'accord, il y a un marché de la participation, tout ça. Donc ça joue dans des convictions qu'on peut peut-être faire n'importe quoi. Mais de fait, quand on le regarde plus précisément, c'est que là, on était quand même, comme vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, vis-à-vis de quelque chose de totalement inédit. Donc c'était pas du tout sûr que ça marche ou que ça ne soit pas complètement débordé. Et bon, ça l'a pas été, ça a été bien contrôlé quand même finalement, mais il a fallu une mobilisation politique très très forte. Moi, j'interprète aussi la présence de Macron si forte au début, parce que justement, c'est lui qui a instrumenté le dispositif en payant de sa personne, en essayant de mobiliser les maires, les élus, en mobilisant son parti, qui n'en est pas vraiment, mais il a fallu le faire vraiment. Donc, on ne peut pas raisonner uniquement à travers le marché, l'ingénierie de la participation. Là, quand tu es à une très grande échelle, la question d'une mobilisation politique est tout à fait décisive pour qu'il se passe quelque chose et maintenir le contrôle sur ce qui se passe. Moi, il est 16h, mais la G, c'est ici, hein, de toute façon. Allez, vas-y, Julien, si tu veux. Et puis, il y a aussi une intervention. Là où on peut les prendre, bien sûr. Non, parce que sur le rôle des instruments et du marché, en fait, l'émergence du grand débat ne peut pas être interprétée comme le fruit d'une mobilisation des professionnels, puisque ça sort quand même du chapeau de Macron.
La Convention citoyenne, c'est une autre histoire. Pour le coup, dans les gilets citoyens, etc., il y a des gens qui potentiellement pourraient y avoir des intérêts financiers, sauf qu'ils ne bénéficient pas directement de l'organisation de la Convention citoyenne, puisque les gens de démocratie ouverte, etc., ne sont pas ceux qui organisent la Convention citoyenne. Donc, sur le rôle du marché de la participation dans l'émergence des innovations démocratiques et leur diffusion à une échelle nationale, je pense qu'il faut aussi avoir une lecture un peu fine du truc. Sur le grand débat, ça marche quand même pas très bien, quand bien même il peut y avoir à l'esprit qu'on peut le faire parce qu'il y a ça là, mais quelle est la connaissance de Macron de l'existence d'un marché de la participation? J'ai quelques doutes là-dessus, mais tu as peut-être des éléments. Et juste, dernier point sur le truc main gauche, main droite. Est-ce que quand même le grand débat n'a pas contribué, et toi peut-être Guillaume qui a suivi de plus près le mouvement des Gilets jaunes, n'a pas contribué à sa démobilisation? C'est-à-dire que dans main gauche, main droite, il y a quand même... la répression a été un des facteurs. Et puis, le grand débat, à un moment, n'a-t-il pas contribué à faire baisser le soutien de l'opinion publique au mouvement, quand bien même il y a aussi des effets d'usure, etc. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'était un des facteurs, voilà, main gauche, main droite fonctionne bien là-dessus, de démobilisation. Oui, je crois que par rapport à la main gauche, main droite, il y a une main qui n'est pas nommée, c'est la politique économique et financière du pays. C'est-à-dire le grand débat, Macron, il n'en avait absolument rien à faire. Franchement, il a lancé ça parce qu'il se trouve à un moment, il veut être leader, disons, dans l'Union européenne d'un certain nombre de débats pour essayer de prendre un leadership. Avec ça, il a une histoire de ces 3% de déficit budgétaire, machin. Il se retrouve face à il veut servir de modèle, il se retrouve face à un mouvement massif sur lequel il est obligé de lâcher 10 milliards d'un coup. Et ça, pour lui, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Dans sa dynamique à lui, et pour ceux qui sont autour de lui, c'est une vraie catastrophe. Réaction immédiate, faut bloquer ça tout de suite. C'est-à-dire comment on va faire pour ne pas lâcher plus. Et en gros, bon, on lance le grand débat. Au moins, on va déjà gagner 6 mois ou 1 an, et tout ça. La manière dont ça se passe, on s'en fout. Les résultats qu'il y aura, on s'en fiche. De toute façon, on va trouver les moyens de coincer ça entre-temps. Et surtout, justement, on ne donne pas d'argent parce que l'intention, c'est absolument pas que ça réussisse. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, il ne va pas donner les moyens pour avoir une démocratie participative quand, finalement, sa politique économique et financière, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas de participation, c'est concentration, accumulation et tout ce qu'on voudra, toutes ces choses-là que vous connaissez aussi bien que moi. Donc, tous ces instruments-là lancés, disons comme ça, ce sont uniquement des histoires qui leur permettent de gagner du temps et qui leur permettent, entre autres, d'arriver à casser un mouvement qui, effectivement, s'épuise dans la durée ou a des difficultés dans la durée. C'est comme ça que ça marche. Vous voulez... Du coup, juste pour... voilà. Il faut bien comprendre, je pense... bon, je vais le formuler comme ça. Il faut bien comprendre le schéma Mazo-Donjon. C'est-à-dire que... dans le livre et puis de manière générale, il n'y a pas un effet propre du marché de la participation. Il y a des effets encastrés. Et si je rapporte ça au grand débat national, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, mais c'est l'objet d'une recherche qu'il faut qu'on finisse avec Alice, le fait que l'existence du marché de la participation, qui est autant un agent de construction de l'offre que de construction de la demande, a quand même saisi des éléments administratifs au sein notamment de Matignon, au sein de l'entourage et du service général de la modernisation de l'action publique, qui a consolidé dans la fin de la mandature Hollande un discours très technocratique et très opérationnel il est possible de déclencher des dispositifs participatifs un peu comme on en a envie. Et c'est ça, en fait, l'objet du rapport Ernst-Young. Et ça, c'est un rapport... Et moi, je pense Macron comme une personne collective. C'est-à-dire que Macron, c'est un cabinet. Macron, ce sont des conseillers qui vont aussi participer à l'élaboration de ça. Et je pense qu'au sein de ce cabinet, il y a des gens qui ont circulé d'un mandat à l'autre, entre Hollande et Macron, et qui a quand même cette idée que l'ingénierie participative est disponible et qu'on peut faire des dispositifs sur mesure. C'est moi ce que j'avais observé dans le changement d'échelle du local au régional, où au régional, en fait, on annonçait un peu n'importe quoi en se disant de toute façon, on va bien trouver un moyen de construire des dispositifs, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Et il y a un peu cette idée aussi de la boîte à outils qui est très présente dans le service général, la modernisation de l'action publique, machin 2021, là, qui sont les mêmes gens. Qui sont les mêmes gens. C'est les anciens du SGMAP qui sont là et qui ont bien compris qu'on pouvait déclencher des conférences citoyennes un peu comme on veut et qu'on trouvera toujours moyen de faire quelque chose, quoi. Et que du coup, il y a quand même cet effet de disponibilité de l'ingénierie, ce que j'ai essayé très modestement d'appeler les pilotes invisibles de la participation, dont il ne faut pas sous-estimer la prégnance. Et
sur ta lecture, moi je serais tenté de faire, mais alors là je spécule à fond, c'est plutôt une hypothèse dans le sens où le grand débat national en soi peut être pensé tout à fait comme une stratégie de démobilisation de l'opinion publique, mais je pense que ça n'a pas été le cas. Et je pense que le durcissement du traitement policier des Gilets jaunes vient du fait que ça n'a pas été le cas. Et vient du fait qu'on n'a pas réussi à démobiliser l'opinion et on n'a pas réussi à démobiliser le mouvement via le grand débat national qui, comme l'a très justement montré Jean-Michel, mobilise une autre frange de la population qui, de toute façon, était hostile aux Gilets jaunes. Et du coup, je pense que, j'ai tendance à avoir cette lecture de dire le débat public en tant que tel, il ne peut pas délégitimer un mouvement social, voilà, et là on en a eu la preuve, et que la violence policière, le traitement policier des manifestations, c'est un peu crispé quoi, au fur et à mesure où on n'arrivait pas à faire lâcher prise à ce mouvement-là. Voilà. Moi, c'est la lecture que je ferais. Et je ne pense pas qu'il y ait eu une effectivité de la démobilisation par le grand débat national. Peut-être qu'il y a eu une stratégie de cet ordre-là, mais je ne pense pas qu'elle se soit vraiment réalisée. Bien. Eh ben, ce sera le dernier mot, parce que je vois Catherine qui est là. Merci à tous. On enchaîne direct avant que vous... On va faire une AG à 4. C'est quoi les nouvelles? Ah ouais? Cool ça. Bah restez à l'AG, il n'y a pas de train. Comment ça, il n'y a pas de train? Je sais pas, Marion dit que lance des rumeurs un peu folles, comme quoi vous êtes obligé de rester à l'AG. Donc il y a un risque, à cause de quoi pour passer ça. Gagner du temps. Une fois que vous avez lâché le mouvement continue, il faut faire quelque chose parce que, et donc gagner du temps, c'est la meilleure tactique. Non, c'est la meilleure. Moi je serais plutôt pour qu'on se laisse faire. Moi je serais pour qu'on fasse vraiment un truc hyper court et là ce que j'ai peur c'est que tout le monde s'en aille. Alors il y a un autre élément qu'on a un peu avancé dans la note, c'est quand même l'idée, je pense à l'idée du grand débat, il y a l'idée de mobiliser les maires. Parce que et Macron là, au début, c'est ça qu'il fait, mobiliser les maires, parce qu'il sait qu'avant 2022, il y a 2020, s'il ne gagne pas les municipales, il aura beaucoup de mal pour les sinon on ne peut pas. Son parti dans les municipalités, il aura beaucoup de mal à Ah non, ça, il faut partir là. Les gens ne sont pas contents qu'on soit là et tout. Je suis désolé, mais il faut un peu la politique.